et de la faute d'Air France. Alors, c'est toujours très pratique parce que du coup, une partie de la responsabilité incombe à quelqu'un d'autre. Donc, je ne porterai pas l'intégralité de la croix, tel signe de sirène. Ok. Vous pourriez vous souvenir un peu de votre café quand même. Tu veux dire un mot d'abord, hein? Bah oui, bien sûr. Donc, je lui cède la parole. Merci Frédéric. S'il y a bien une figure paradigmatique de la programmation maïmonidienne, avéroïste et thomiste, c'est bien Frédéric Marcel, on pourrait y adjoindre Daniel Mesguich, venu il y a un mois, ou encore Elie Barnaby, dont je dirai quelques mots tout à l'heure, qui s'est exprimé sur le Proche-Orient, notamment sur Gaza. Nous sommes heureux de le recevoir dans le cadre du 25e anniversaire de l'Institut Maïmonide. Le Printemps des consciences, la lettre et l'esprit, c'est le 4e rendez-vous de ce cycle de conférences, de rencontres, plus prestigieuses les unes que les autres, qui sont à voir le bal avec l'un des plus grands hommes de théâtre en France, Daniel Mesguich, Manuel Valls, nous avons reçu avec Charles-Louis Roger-Porchman, ancien Premier ministre et ministre d'État chargé des Outre-mer, autour de son ouvrage Le courage, la politique idéale pour Pache et Talentier, et la conférence Le courage politique et dans l'action moderne. Le troisième rendez-vous a débuté hier, un colloque dans le cadre du 110e anniversaire du génocide des Arméniens, qui est officiellement le premier génocide du XXe, et comme je le rappelle tout à l'heure avec M. Lee, il faut avoir à l'esprit le massacre des Héréros, qui est la guerre d'essai des génocides à venir. Et l'Institut pour la conférence Lemkin avec l'UPV et cette antenne scientifique du EHESS, effectivement en CNRS, c'est le CESPRA. C'est le seul, à ma connaissance, le seul colloque sur le génocide arménien qui est organisé en France. Et en plus, avec les plus grands spécialistes. Et d'ailleurs, Frédéric, demain matin, à 10h30, si vous êtes intéressé à l'auditorium de l'UPV, de l'Université de Paris, interviendra avec des confrères pour une dernière table ronde, si ce n'est effectivement la dernière. Alors avant de débuter effectivement cette manifestation, cette conférence débat autour des deux ouvrages dont le tout dernier, La guerre mondiale n'aura pas lieu, les raisons géopolitiques d'espérer, j'aimerais te passer le bonjour de Michael Delafosse qui a ouvert effectivement le colloque hier. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone parce que Raïm essayait de le joindre pour le féliciter concernant la condamnation d'un type sur TikTok. Fort de l'article 40, Michael a instruit en justice et il a gagné apparemment. Donc, voilà. Et Raïm a dit aussi, si tu vois Frédéric ce soir, passe-lui le bonjour. Donc, tu as le bonjour de Raïm Corsia et Michael Delafosse. Quel faillot ce grand, quel faillot. Bon, en tout cas, vous aurez l'occasion la semaine prochaine de le questionner sur son livre concernant Edmond Flash. La guerre mondiale n'aura pas lieu. Frédéric aura le plaisir effectivement de vous les dédicacer à la fin de cette soirée. L'état actuel du monde, cher Frédéric, ne pouvait qu'inspirer effectivement le fin géopolitologue que tu es et que nous avons le plaisir à recevoir à nouveau à l'Institut universitaire Maïmonide. Alors certes, les guerres en Ukraine et au Proche-Orient, la surenchère militaire pour l'accroissement des budgets, les compétitions économiques et technologiques entre les États-Unis et la Chine, l'imprévisibilité d'un Donald Trump, sans compter les cyberattaques, la nocivité et la perversité des réseaux sociaux, tout ce contexte explosif et sombre, joint au dérèglement climatique, ne pouvait conduire qu'à une atmosphère terriblement anxiogène, génératrice des pires craintes pour la paix mise en péril. Pourtant, avec toute la sagacité dont tu sais faire preuve, dans un essai géopolitique structuré, pourvu d'un appareil cartographique élaboré et suggestif, tu parviens à remonter le moral des pessimistes et à prôner l'espérance et le bon sens. Alors ton livre fait du bien. Non, la guerre mondiale n'aura pas lieu, affirmes-tu, et tu tentes avec brio de le démontrer. Tu soulèves maintes questions, on va y revenir évidemment, affirmant dans une première partie l'ineptie du concept du choc des civilisations. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ton accueil, toujours très chaleureux, amical, fraternel. Je suis très très heureux de venir ici. Alors, il est très difficile d'intervenir après Manuel Valls, mais moi je ne suis pas un faillot. Je le pense vraiment. Ce que je dis, cela dit, j'espère que Laurent pense vraiment ce qu'il dit, j'en suis tout à fait convaincu d'ailleurs. C'est un pote, et je pense que Manuel Valls, bien évidemment, je ne dis pas de politique intérieure française, puisque vous l'avez reçu, est un très grand homme d'État. Alors, d'abord, premier point. Je le dis souvent, et je le répète,
la posture pessimiste n'a aucune espèce de valeur analytique. Elle n'en a pas. Une action ferme et déterminée, citoyenne, associative, politique, naturellement, notamment dans une démocratie, visant à empêcher l'avènement ou la réunion de conditions nous mettant dans des situations périlleuses, oui, ça, bien sûr, et ça peut, une situation peut bien évidemment correspondre à une véritable inquiétude, et très objectivement, on peut être soucieux d'un certain nombre de problématiques. Mais s'arrêter là et considérer que décidément tout va mal et que tout ira de mal en pis n'a aucune espèce d'intérêt. Alors, je suis au moins détesté par une catégorie socio-professionnelle en France, il y a même une profession en soi, d'ailleurs, ce sont les pharmaciens. Parce que moi, voyez-vous, la lecture de ce bouquin, c'est une annonce commerciale, la lecture, mais on ne dirait pas, la lecture de cet ouvrage vous exonérera de l'achat d'une boîte de Tranxène. Je ne sais pas combien c'est, mais je sais que les Français sont les premiers, les premiers consommateurs d'anxiolytiques en Europe, ce qui est proprement hallucinant. Et je commence par ça parce que, comme il disait très bien Churchill, au fond, la peur est un sentiment, mais la vérité est dans l'action. Donc s'en tenir à un sentiment n'a pas beaucoup de sens. Deuxième point, et là je paraphrase le grand islamologue Gilles Kepel lorsqu'il parle d'un djihadisme d'atmosphère, aujourd'hui c'est devenu une expression un peu consacrée, mais effectivement tu as raison, il y a une atmosphère d'angoisse, une angoisse d'atmosphère, appelez ça comme vous voulez, permanente, sur un argument qui n'a aucune réalité, qui ne repose sur aucune réalité. C'est ça qui me paraît proprement stupéfiant. L'argument est le suivant: le monde d'aujourd'hui est extrêmement dangereux. Alors j'entends aussi des phrases, des sentences de type la guerre, les conflits sont partout. En fait, vous faites tourner le globe terrestre aujourd'hui et vous constatez qu'il y a très évidemment et très tendanciellement moins de conflits qu'il y a quelques années, quelques décennies. Je ne vous passe pas le XXe siècle, parce que quelques décennies, c'est le XXe affreux XXe siècle, mais le XVIIIe et le XVIIe ont été épouvantables. C'était des guerres incessantes, et dont beaucoup étaient proportionnellement plus meurtrières que celles qui prévalent aujourd'hui. Donc, en réalité, le fait que, j'y reviens, qu'il y ait des motifs d'angoisse ne signifie pas qu'objectivement la situation soit mauvaise, c'est même l'inverse qui est en train de se passer. Non seulement il y a moins de conflits, puisqu'aujourd'hui il y en a un en Ukraine, un deuxième à Gaza. D'ailleurs, ça atténue, je ne suis pas en train d'atténuer, de vouloir donner l'impression d'atténuer la souffrance des populations palestiniennes, pas du tout. Mais ce que je vous dis, au sens très géopolitique et militaire du terme, que franchement, Hamas, entre parenthèses, comme je vous le disais, à la fois qui m'a fait l'amitié de m'inviter, il est pratiquement écrasé, donc militairement. Donc, on va quand même le conserver comme un conflit parce qu'il y a encore malheureusement des morts. Il y a le Soudan, dont on ne parle pratiquement jamais, ce qui relève d'un véritable scandale et d'un racisme authentique, alors peut-être intériorisé, parfois, disons, j'allais dire, inconnu, mais de celui qui le pratique, mais en réalité, je me demande bien, et demandez-vous s'il vous plaît, pourquoi le Soudan n'intéresse personne? Pourquoi le Congo, l'Est du Congo, n'intéresse à peu près personne? Voilà. J'ai une hypothèse qui vaut ce qu'elle vaut. Si vous voulez, on en reparlera. Pour l'instant, je fais ma parenthèse. Donc, Gaza, le Soudan, l'Ukraine. Alors, la Birmanie connaît effectivement un état de guerre civile, de temps en temps larvé, de temps en temps plus que larvé malheureusement. En réalité, vous avez avec tout cela moins de conflits, et des conflits globalement moins létaux, moins meurtriers, comme je vous le dis, que ceux qui prévalaient il y a encore quelques années, quelques décennies, voire plusieurs siècles. Donc, moi, je vous donne une réalité objective, c'est un fait social que je suis en train d'affirmer ici, de rappeler ici. Le premier motif, ça c'était les deux points introductifs. L'angoisse, la posture d'angoisse, et a fortiori la posture politique n'a aucune valeur analytique, d'une part, et d'autre part, le monde d'aujourd'hui, il n'est pas plus en guerre, il est moins en guerre que ce qui a eu existé. Maintenant, il y a plusieurs motifs authentiques, me semble-t-il, d'optimisme. Je voudrais commencer par un élément qui est trop souvent oublié, qui me paraît vraiment très fondamental, qui s'appelle la dissuasion. La dissuasion, pas nécessairement, pas exclusivement nucléaire. Pendant la guerre froide, la dissuasion était de nature nucléaire. C'est même d'ailleurs le terme même a épousé quasi automatiquement la notion et la période de guerre froide.
mais avec ces fameux équilibres de la terreur. Vous savez, dans l'expression équilibre de la terreur, ce qui prévaut, c'est équilibre, c'est pas terreur. Parce que la terreur en soi aurait signifié que nous n'existerions plus du tout ici, pardon pour mon temps grammatical, je crois assez pourri là, dans cette phrase. Vous m'avez compris. Non, ce qui a régné, c'est l'équilibre. Par la terreur, non. Par le risque, alors le risque terrorisant d'une apocalypse. Et donc vous voyez bien que si on est encore en vie, et si la guerre froide a été tout sauf une guerre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des conflits périphériques dans ce cas-là, s'il n'y a pas eu de guerre mondiale, notamment entre les deux blocs, et en particulier entre Washington et Moscou, c'est bien, entre autres, parce que la dissuasion. Alors attention, je mets une nuance à ce que je viens de vous dire. En fait, il n'y a pas d'échantillon alternatif à la réalité. C'est-à-dire que moi, je suis en train, a posteriori, de mettre sur le compte de la dissuasion nucléaire le fait qu'il n'y ait pas eu de guerre. Mais on ne peut pas refaire l'histoire. Donc il n'y a pas d'échantillon au cours d'une recréation, un nouvel essai, en quelque sorte, pour voir si, c'est-à-dire pour voir si Truman, etc. On peut mettre sur le compte du nucléaire le fait qu'il n'y ait pas eu d'effondrement dans ce programme-là, on pourrait très bien considérer que finalement les dirigeants soviétiques et américains étaient de grands humanistes. Oui, non mais d'accord, c'est une hypothèse. Voilà, bon, je crois qu'on sera à peu près d'accord. Donc c'est tout à fait ridicule. Alors quoi? C'est que ça aurait peut-être coûté plus cher de faire la guerre que de pas. Oui, ben justement, c'est là que je veux en venir. La dissuasion n'est pas seulement le fait de l'arme atomique et de la possibilité d'anéantir l'autre en s'anéantissant soi-même. Aujourd'hui, si l'Algérie n'attaque pas le Maroc, c'est peut-être pour d'autres raisons, je n'en sais rien, et on ne le saura peut-être jamais, je ne suis pas dans ce secret des dieux, je ne sais même pas si le chef d'état-major et le président algérien savent exactement ce qu'ils feront demain, donc je ne sais pas. Mais moi je mets ça sur le compte d'une dissuasion. Est-ce que ce régime, avec tous ses défauts, ne considère pas que ça lui coûtera beaucoup plus cher de faire la guerre que de ne pas la faire? Donc il l'a fait différemment, c'est ce qu'on appelle les guerres hybrides. Donc ce ne sont pas des guerres, parce qu'à la guerre, le sang il coule, et il coule abondamment. Donc merci de ne pas galvauder juste. Vous, je sais que vous ne le faites pas ici, mais autour de vous, je vous en supplie, convainquez les gens, vos proches, de ne pas galvauder le terme de guerre, qui est un terme performatif, qui malheureusement est performativement extraordinairement sanglant. Bon, le hybride, je prends, vous savez quoi? Je signe, je prends ce qui est hybride dans la guerre qu'on nous présente aujourd'hui comme efficiente. Moi, je veux pas que le sang coule. Pour le reste, les cyberattaques, c'est très problématique. Il faut créer des postes d'ingénieurs qui vont lutter contre les cyberattaques. Très bien. Il y a pire. Il y a pire. Donc, je vous dirais que cette dissuasion-là, elle joue par exemple pour un État algérien qui veut absolument rester au pouvoir, pour un régime algérien, et qui pense risquer de le perdre, en perdant d'ailleurs la guerre. Et même s'il la gagnait contre le Maroc, ça lui coûterait tellement cher de l'avoir fait qu'il en tirerait tellement moins de bénéfices qu'en ne la faisant pas qu'il ne la fait pas. C'est vrai entre le Rwanda et le Burundi. C'est vrai aujourd'hui entre la Thaïlande et au moins deux de ses voisins, etc. Et je peux vous en citer comme ça une quinzaine. C'est pas négligeable, la dissuasion. Et on ne peut pas la balayer d'un revers de main. Et la dissuasion, c'est pas nouveau. Ça existe depuis sans doute les premières cités sumériennes. Ça, c'est un premier motif d'optimisme. Pour moi, de réalisme à mes yeux. Mais en tout cas, optimiste quant à la possibilité qu'il y ait demain une guerre mondiale. Le deuxième, c'est effectivement, il y en a ça, je ne vais pas tous vous les faire, mais je vous mets, on va dire, l'eau à la bouche, puis je discute avec vous de façon à ce qu'il y ait tout à l'heure débat, et j'en prends, disons, trois motifs d'optimisme. Le deuxième, c'est effectivement celui que tu as souligné, à juste titre. Je ne sais pas comment un confrère américain a pu, en 93 en l'occurrence, puis en 96 dans son bouquin, mais dès 93 dans un article à Foreign Affairs, à savoir Dickton, a pu développer une telle arme. C'est-à-dire qu'on peut développer des armes, mais que ça soit considéré comme quelque chose de tout à fait stimulant et intéressant par des millions de gens, ça me dépasse complètement. En quelques mots, c'est parce que c'est pas nouveau, mais enfin on y revient tellement, le choc des civilisations aurait dépassé celui qui finalement n'a pas eu lieu, des idéologies, puisqu'il n'y avait plus d'idéologie. Je vous rappelle qu'on est dans la foulée de quelque chose qui est un peu moins stupide, c'est-à-dire la fin de l'histoire. Je me demande d'ailleurs, parce qu'il y a la concurrence, la fin de l'histoire, ça fallait la trouver, ça là aussi. Il est toujours vivant, je veux dire, alors l'autre est mort. La fin de l'histoire. En fait, tant que le dernier homme sera encore sur cette planète, il y aura l'histoire de ce dernier homme. Tant qu'il pensera quelque chose de lui-même, et bien l'histoire se poursuivra. Voilà. Je vais faire la parenthèse, mais vous êtes beaucoup plus intelligent que Fukuyama, donc vous savez ça. Donc on est dans le siège de la fin de l'histoire. La guerre mondiale n'avait pas eu lieu sur le plan idéologique. Les idéologies prétendument s'étaient effondrées.
sauf que ça marche comme un serpent de mer, vous pouvez très bien, de manière cyclique, retrouver le nationalisme, la preuve en ce moment, retrouver peut-être un jour le communisme sous une autre forme, ou d'autres types d'idéologies, ou de nouvelles religions. Mais il s'agissait de considérer que le clivage civilisationnel avait remplacé le clivage idéologique. Et là, on a un Huntington qui tente de nous convaincre que dorénavant, c'est lié à des éléments civilisationnels qu'on fera la guerre. Alors, moi, petit Ansel, je conclue un tout petit peu l'histoire militaire et l'histoire politique mondiale. Je ne suis pas un grand spécialiste. Kissinger était un type extraordinairement doué, puis en plus il était quasiment au pouvoir. Moi je suis un modeste universitaire. Ce qui avait été Kissinger au départ. Les gens sont très puissants, il y a Gomard, il y a beaucoup d'autres. Je ne suis quelqu'un tout à fait sincèrement, un universitaire très modeste. Mais simplement, j'essaie de bosser le sujet. Alors, je regarde pendant quelques années, quels ont été les conflits, la nature des conflictualités, la nature des sources de conflictualité sur des temps longs des liens. Et je m'aperçois, et je crois pouvoir l'affirmer, qu'une toute petite minorité de conflits ont été engagés dans l'histoire des hommes sur des questions civilisationnelles. Et encore, attendez, et encore. Gengis Khan n'écrit pas assez peu globalement, pas grand scribe, un grand lettré, voyez-vous, pas très novélisable. On n'a pas trace des gens autour de Gengis Khan même disant bon, avec la Horde d'Or, nous allons vers l'ouest, nous allons enclencher ou convertir cette cible, détruire une civilisation et nous allons mettre la nôtre à tort. On peut considérer que c'était une variable de prise de décision, on n'en a aucune espèce de trace. Sous l'Antiquité, cette simple réalité n'existait pas. Tout comme les frontières étaient de nature tout à fait différente. Et au fond, et bien sûr, les nations n'existaient pas à l'époque. Là-dessus, vous avez en revanche, à peine une nuance à ce que je suis en train de vous expliquer, une instrumentalisation de la thématique civilisationnelle. Ah, mais c'est très différent. Quand M. Poutine dit « mais la civilisation européenne, elle est décadente, et elle essaye de nous subvertir », pas de nous détruire, de nous subvertir, c'est intéressant. Elle est décadente, et ça a commencé avec les chevaliers teutoniques, et la Troisième Rome est combattue par le monde catholique, etc. Et Poutine, lui, il dit que la lutte, elle est civilisationnelle, donc entre d'une part les décadents et les autres, et puis alors évidemment il traite systématiquement Zelensky, le nazi, etc. Mais les Ukrainiens et les Russes partagent la même civilisation. C'est absolument aberrant d'essayer de trouver dans les éléments consécutifs, j'allais dire définitionnels de la civilisation, quelque chose de différent. À l'extrême limite, les uniates, parce que catholiques latins de l'extrême ouest minoritaire de l'Ukraine, bon, vous voyez, mais la religion n'est qu'un élément civilisationnel. Attendez, c'est un élément qui peut être parfaitement subjugué par beaucoup d'autres. Combien de couples mixtes, chiites, sunnites par exemple, ai-je rencontré dans ma vie, ou catholiques, protestants, juifs, non-juifs, etc., ai-je rencontré dans ma vie, notamment au Moyen-Orient, mais y compris en Afghanistan. Donc non, la religion, oui, ça peut procéder de ça, mais c'est même pas sûr. Donc j'en reviens à mon idée, c'est pas parce que Poutine dit que c'est une guerre de civilisation que c'est une guerre de civilisation. Et je conclue avec ce motif d'espérance, dans le fait qu'il y en a pas, c'est que Huntington établissait de manière tout à fait problématique d'un point de vue moral des espèces de gigantesques ballons, comme des ronds, là, mais vous faisait en cinquième, parce que j'ai arrêté maths en cinquième. C'était un peu ça des grosses, des patates, là, des ensembles. Oui, merci. C'est pas la peine de m'humilier, hein. C'est pas parce que vous êtes ingénieur que j'ai d'autres qualités. Et ouais, voilà, des ensembles. On appelle ça des patates, je comprends mieux. Donc, alors voilà. Alors, en fait, l'Afrique, toute l'Afrique, hein, en mettant bien sûr Madagascar, c'est une civilisation. Et puis toute l'Asie, c'en est, enfin l'Asie orientale, en est une autre. Et puis tout le monde, tiens donc, arabo-musulman, comme si un Marocain était de même civilisation qu'un Kirghiz, mais qu'un Indonésien, c'est délirant, vous comprenez. Et moi, qui est un petit peu crapahuté, ça veut pas dire que je sais grand-chose, mais j'ai beaucoup, vous voyez, mettre l'Afrique
avec ses 54 États, ses centaines de langues, j'ai pas dit des dizaines, des centaines de langues, et des langues vernaculaires, pas un vieux patois du grand-père, des langues vernaculaires, quotidiennes, ok, vivantes, plusieurs confessions, elles-mêmes subdivisées dans un nombre de clans et de tribus, c'est-à-dire de groupes de clans parfaitement hallucinants, mettre tout cela avec des pratiques vestimentaires, des pratiques alimentaires, etc., dans une même civilisation, en fait, ça comporte plus qu'un risque, une réalité, c'est le racisme. Voilà. Parce qu'en fait, tout ce qui reste, c'est la couleur de la peau. C'est terrible, vous comprenez, que des universitaires puissent en arriver là. Évidemment, il n'était pas raciste, sauf que la démarche, on va dire qu'elle est racialiste, et elle n'a aucun sens sur le plan géopolitique, encore une fois. Entre au Rwanda, en 1994, les mêmes tuent les mêmes. Le clivage n'est pas civilisationnel. Et je pourrais vous donner comme ça 1000 cas de figure. Ça, c'est le deuxième. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de conflit. Ça ne veut pas dire que des chefs d'État ou de gouvernement, opportunément, n'instrumentaliseront pas, mais comme on peut instrumentaliser la nation quand on veut faire la guerre. Ou la religion, ou la tribu, ou le chromatique, c'est-à-dire la couleur de la peau, blablabla. Mais on peut tout instrumentaliser. Tout. Les aïeux, les prophètes, l'or, le pétrole. Mais ça ne signifie pas que la réalité suive cette posture rhétorique. Ça, c'est le deuxième motif. Le troisième, donc dissuasion, pas de choc de dissimulation. Le troisième, c'est ce qui concerne le Proche, le Moyen-Orient, l'Afrique. J'ai regroupé ça dans un chapitre de mon bouquin en disant, mais en fait, personne ne veut mourir pour l'Afrique et personne ne veut mourir pour le monde arabe ni pour Jérusalem. En réalité, le Soudan aujourd'hui, c'est tragiquement une guerre ultra locale. C'est très local. Qui va se battre pour le Soudan? Alors vous avez des pays qui mettent les doigts dedans. Bon, l'Égypte, c'est un pays voisin, les Émirats Arabes Unis. Mais alors pour des raisons strictement mercantiles, il y a beaucoup d'or. Il y a une fenêtre maritime sur la mer Rouge qui est assez stratégique. Et malheureusement, on n'invente rien avec le Soudan aujourd'hui. C'est un conflit au fond très localisé. Est-ce que les grandes puissances vont se risquer à envoyer des hommes, ne serait-ce que pour séparer un peu les populations? Je crois même pas qu'il y ait eu une seule résolution au Conseil de sécurité des Nations Unies en 1 an et demi d'une guerre qui a déjà fait 4 à 5 fois le nombre de victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Vous comprenez? Donc ça n'intéresse pas le Congo, ça intéresse le Congo. Et le Rwanda en 1994, qui est allé vraiment sur place? Les Français, ils auraient pu s'abstenir. Ça va être délirant, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, mais il n'y a pas eu d'implication de grande puissance. Alors, s'il n'y a pas de projection de force, de la part de puissances relativement considérables, sur un conflit localisé, le spectre de la guerre mondiale s'éloigne d'autant plus. Alors attention, ça c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est pour les populations locales. Elles n'ont aucune espèce de soutien à attendre d'une espèce d'armada qui viendrait pour libérer le Koweït, le pétrole du Koweït en 1991. Et ça, alors, humblement, mon bouquin ne traite que des risques d'une guerre mondiale, pas de guerre localisée. Je ne suis absolument pas naïf, je sais malheureusement que ça risque de se poursuivre comme depuis toujours. La guerre est une activité humaine extrêmement ancienne déjà, et c'est pas la peine d'être anthropologue pour le savoir. Mais de guerre mondiale, non. Notamment parce que là où il existe un nombre très important de conflits localisés, donc notamment sur les 54 États du continent, enfin sur le continent africain qui compte 54 États, mais c'est vrai aussi donc en Asie du Sud, de l'Est. Je parlais de la Birmanie tout à l'heure, bien évidemment la guerre au Vietnam. Il est vraiment très rare qu'on risque, que les puissances se risquent à plonger le monde dans une guerre ou à perdre elle-même des soldats pour les locaux. Alors, bien sûr, il y a le contre-exemple, dans une certaine mesure, du Vietnam. Alors, il y a un deuxième contre-exemple, ça a été la guerre de Kippour, mais en réalité, en 1973, mais au fond, les Américains ont déclenché la pré-alerte nucléaire, finalement, les Soviétiques se sont alliés, mais on était en pleine détente, et chacun a tordu le bras à son allié respectif pour qu'il rate ses bêtises, et que finalement, on finisse par trouver non seulement un cessez-le-feu, mais 4 ans plus tard, un vrai traité de paix qui est toujours en place, c'est Camp David. Et puis, il n'y a pas eu de soldat américain sur place, et il n'y a pas eu de soldat soviétique sur place. Il y a combien de soldats arabes aux côtés du Hamas aujourd'hui à Gaza? Zéro. Il y a combien de soldats, alors occidentaux ou autres, aux côtés des forces israéliennes à Gaza? Zéro. C'est le critère d'un conflit localisé, camarades. Moi, je veux bien qu'on en parle toute la journée ici dans les médias. Oui, d'accord. C'est l'écume de la vague. Moi, sur le terrain, en tant que géopolitologue, je veux savoir quelles sont les puissances qui s'engagent et quelle est la nature de leur engagement.
diplomatique, économique ou financière, a fortiori militaire. Non, quasiment rien. Alors, on commence, il y a des chancelleries là, qui haussent le ton, notamment contre le gouvernement israélien, et il y aura peut-être une reconnaissance de la Palestine. Alors, politiquement, c'est pas anodin, c'est un geste, mais c'est une application qui quand même pas, ne changera rien sur le terrain, et qui n'est pas quand même démente, et qui n'implique absolument pas une montée de tension telle qu'on pourrait un jour voir revenir le spectre d'une guerre mondiale. En aucun cas. Trop. Et alors j'ajoute, Jérusalem, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Moi qui, alors à l'époque, je me suis trompé, je voulais faire une thèse sur quelque chose qui intéresserait le monde entier. Je l'ai faite sur Jérusalem. Finalement, ça intéresse le monde entier sans que le monde entier ne vienne s'impliquer à Jérusalem. Aucun État, aucun collectif en soi, politique, religieux, ne s'est risqué. Et d'ailleurs, ça ne date pas du conflit israélo-palestinien à aller libérer Jérusalem. La dernière fois qu'elle a été libérée aux yeux du libérateur, évidemment, c'était les Anglais en décembre 1917. Oui, d'abord, ça n'a pas changé grand-chose, parce que ce n'était pas une grande cible militaire. Pour l'Empire turc ottoman, qui ne s'est pas effondré tout de suite, il a fallu attendre encore quelques années pour qu'il s'effondre. Et d'ailleurs, ça n'a pas non plus mis fin à la guerre sur le terrain. Bon. Ensuite, les Ottomans eux-mêmes, est-ce que ça les passionnait, Jérusalem? Ils l'ont conquis au tout début du XVIe siècle. Franchement, voilà. Et je me permets de vous rappeler que lorsque Saladin, en 1187, s'empare de Jérusalem, il se plaint amèrement auprès des sultans de toute la région, y compris en Mésopotamie et au Maghreb, que finalement personne ne vienne habiter Jérusalem dans le monde parmi les musulmans. Voilà. C'est ça, oui. Bien sûr, ça. La quatrième croisade, elle oppose des chrétiens et des chrétiens. C'est Constantinople est ravagé par les barbares à l'époque, par les croisés qui sont vraiment comme des barbares latins. Jérusalem, sérieux. Bon, donc, vous voyez, mais même en 1099, les déjà barbares croisés qui se comportent comme des barbares avec l'ami Godefroy Bouillon et toute la bande, en réalité, ils sont pas très nombreux, ils arrivent là-bas, et ce qu'ils font surtout, c'est du commerce, et au fond, assez peu de chrétiens viendront vivre à Jérusalem. Enfin, écoutez, tout ça, je pense que vous le savez, mais donc ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant c'est pas moi qui vous dis le contraire, ça ne veut pas dire que l'Afrique n'est pas intéressante, les Afriques, comme j'aime bien plutôt les appeler, ne sont pas intéressants, et le monde arabe. Mais moi, en faisant tourner la planète géopolitique avec mon regard un peu, en l'occurrence, un peu professionnel et géopolitique, moi je vous dis qu'il n'y aura pas de guerre mondiale pour l'Afrique. Alors ça c'est sûr, ça c'est certain. D'ailleurs, j'ajoute un point tragique, et avant de parler, puis je conclurai, d'une troisième motivation d'espérance qui m'anime beaucoup. Je parlais de l'Est du Congo tout à l'heure. L'Est du Congo, sans l'exploitation de l'Est du Congo, vous n'en auriez pas. Vous n'en auriez pas. Et moi non plus. Et je vous passe les ordinateurs. Je parle de l'exploitation de l'Est du Congo. Une exploitation, mais éhontée. Je veux dire que là, on est dans un pillage institutionnalisé extrêmement meurtrier, au nez et à la barbe de l'ONU, de ce qu'on appelle à tort la communauté internationale. Et c'est terrifiant parce que les gens qui vivent sur place n'ont rien à cause, j'allais dire, c'est un faux paradoxe, hein, à cause de leur sous-sol qui devrait les rendre riches et puissants, et rendre le Congo lui-même riche et puissant, à cause de la faiblesse très gravissime et pérenne depuis l'indépendance de 62 de l'État congolais, ex-Zaïre, encore pour plein de raisons, mais et à cause de l'appétit suraiguisé des grandes entreprises, d'un certain nombre de grandes entreprises et d'États d'ailleurs, dont la Chine, qui, pour les ressources naturelles commercialisables, notamment minérales, qui se trouvent sous ce sol, donc ces populations n'ont rien à attendre d'autre que la guerre. Enfin, les guerres, menées par des seigneurs de la guerre, chacun dirigeant, ayant créé et dirigeant le groupe de libération nationale démocratique mormoineux de je sais pas quoi, ça n'existe pas. Bon, en réalité, c'est pour permettre l'évacuation à des conditions nulles, enfin, catastrophiques pour les populations locales, bien évidemment, de ce qui nous sert à faire des portables. Oui, mais là, pardon, j'ose même plus le dire, là, je mettais ça entre guillemets, la bonne nouvelle de mon point de vue sur cette recherche et ce bouquin, c'est que puisque personne ne s'y intéresse, ben non, ça c'est certain qu'il n'y aura pas la guerre mondiale pour l'Afrique, mais même pas pour le Sahel. C'est pas parce que les Russes envoient des spadassins et des mercenaires, tout aussi pillards d'ailleurs, au Sahel, que ça présente un quelconque danger de basculement international. Hein.
les 5 pays du Sahel sont tous sur la liste des 10 pays les plus pauvres du monde. Vous croyez vraiment qu'on va aller se battre pour le lithium, de toute façon, pour l'uranium du Niger, il y en a partout de l'uranium. Je ne crois pas à ça. Enfin, alors je vous en donne un dernier, qui est très important, je conclurai. Je vais commencer par la dissuasion. Oui, dissuasion, sensibilisation. C'est ça, bravo, merci. Alors, il y en a un qui suit. Alors, je vais vérifier. Mais en général, c'est lui, Fayot. Avec ça, Manuel avait le content de vous avoir. Merci les autres, c'est sympa. Donc, je ramasse une copie dans une autre façon, les portes sont fermées. Alors, je vous en donne un dernier, mais qui me paraît vraiment très très important. C'est Trump. Alors, je ne suis pas en train de vous dire. Oui, je ne suis pas en train de vous dire que. Non, pas de Trump, de toute façon, il est là. Donc, ça n'a pas de sens de dire vivre ou pas vivre. On ne peut rien, c'est pas nous qui avons voté pour lui, je ne suis pas américain. Mais Trump est l'illustration d'un phénomène qui le dépasse. C'est donc l'imprévisibilité, qui le dépasse, parce qu'en réalité, les chefs d'État et de gouvernement qui se comportent de manière imprévisible, donc je peux vous en citer plusieurs dizaines à la chaîne dans l'histoire, et vous étayer pourquoi, comment un Charles VI, un Caligula, etc. Franchement, c'est pas nouveau, il n'y a rien de plus banal. Maintenant, quelle est la nature de son imprévisibilité et l'ampleur de son imprévisibilité? C'est intéressant ça. L'ampleur de son imprévisibilité n'est pas très importante. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a au moins 2 domaines dans lesquels il est extrêmement prévisible. Un, le mercantilisme absolu. Il ne jure que par le dollar, que par le commerce, en fait, qui est son métier originel. Et il n'a jamais pris les habits du politique. Il a toujours gardé les habits de l'économiste, non pas l'économiste, parce que je ne crois pas qu'il soit très très bon, mais sur le plan théorique, à écouter les économistes, moi j'en suis pas, mais enfin, il n'a pas l'air non plus nobelisable à ce niveau-là, mais du chef d'entreprise. En tout cas, l'homme d'affaires, on va dire plutôt l'homme d'affaires. Alors, c'est son droit, après tout, les Américains le savaient très bien, puisque c'est quand même la 2e fois qu'il veut pour lui. Hein. Et il a failli d'ailleurs être élu, avant même là d'être élu, la dernière fois avec Biden, ça ne s'est pas joué à grand-chose. Donc ils le connaissent bien, ils l'ont voulu, c'est comme ça. Mais là, on n'a pas d'imprévisibilité. On sait exactement ce qu'il veut, quoi. Et la politique qu'il mène avec l'Arabie Saoudite, avec le Japon, la Corée du Sud, donc une politique favorable, correspond parfaitement à la solvabilité de ces pays et à la propension et à la volonté de ces pays d'investir ou à investir pendant encore des décennies aux États-Unis en ressources industrielles et en services à très haute valeur ajoutée. Donc ça me convient, pardon. Et les Européens, non, ils nous pourrissent parce que nous, on n'a pas ces caractéristiques-là. Ni très nouveau, de son point de vue, ni très nouveau historiquement, ni imprévisible du tout. Le 2e point, c'est qu'il n'enverra pas de soldats. Il n'est pas du tout imprévisible là-dessus. Il n'envoie pas de soldats. Il ne veut pas envoyer de soldats. Il ne veut pas la guerre, lui, pour le coup. Je ne sais pas tellement que c'est un grand humaniste, enfin, j'en sais rien, ça se saurait. Mais c'est surtout quelqu'un qui trouve que la guerre, ça coûte cher. Donc je reviens en fait, je dis qu'il y a un nord de la boussole, mais en fait, il y a 2 éléments de ce nord qui constituent ce nord de sa boussole. Et il n'en a pas envoyé il y a 8 ans, entre 8 ans et 4 ans, il n'en verra pas. Et par conséquent, là aussi, on a quand même quelque chose d'assez sûr. Hein, bon. Maintenant, ça c'est pour l'ampleur qui est finalement assez faible. Alors, la nature de son imprévisibilité, c'est plus problématique. Parce qu'en fait, on ne sait jamais si il va l'être sur la forme, et sur la forme, il laisse assez une certitude. Mais sur le fond, quand ça dépasse ces 2 dimensions que je viens de vous rappeler, et sur la forme, bravo, bien sûr, c'est un grand comédien, c'est-à-dire qu'il y a une partie d'imprévisibilité qui l'organise. Alors, en revanche, on ne sait pas exactement, moi en tout cas, je ne sais pas quelle est mais est-ce que c'est important, quelle est l'importance, la frontière entre les deux, l'importance de donner qu'on doit donner au moment où il organise son imprévisibilité, où il crée ce que les militaires appellent le brouillard de la guerre, là en l'occurrence une espèce de brouillard psychologique ou diplomatique, et les moments où il raconte n'importe quoi. Donc, des fois il dit n'importe quoi. Et je ne sais pas, mais est-ce que c'est plus grave? C'est là que je vais en venir. Donc il est passé un peu. Mais quand il est imprévisible, et il le demeure dans une large mesure, eh bien il est dissuasif. Et la boucle sera bouclée. Parce que si je suis à la tête d'un régime politique aventuriste, militariste, nationaliste, qui cherche à m'étendre hors de mes frontières, et à faire ma je réfléchis à 2 fois quand j'ai Trump en face de moi.
Vous comprenez? Quand j'ai quelqu'un qui est construit politiquement, idéologiquement, en principe, je dis bien en principe, je sais à quoi m'en tenir. Alors après, je peux tester, je peux essayer de franchir une ligne jaune avant la ligne rouge, mais à partir de quelque chose de concret. Aujourd'hui, je suis Xi Jinping, ça veut dire que sur Taïwan, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Je ne sais pas à quoi m'en tenir avec Trump. Pire que ça ou mieux que ça. Si je suis Poutine, je ne sais pas à quoi m'en tenir. Vous voyez? C'est-à-dire que quand on dit avec raison que Trump s'est trompé sur Poutine, s'est trompé, c'est que ça ne l'intéressait pas. Il veut faire du business avec la Russie. Ça, c'est l'objectif. La stratégie, c'est qu'il y ait la paix, sinon il ne peut pas faire business. La levée des sanctions pour que la Russie soit de nouveau très solvable et qu'elle achète des produits américains. En plus, il fait du pierre de coups. Comme ça, la Russie ne va pas acheter uniquement chinois. Bon, très bien. Et tactique, vous voyez, objectif, stratégie, tactique. Et tactiquement, eh ben, il faut tordre le bras à Zelensky. Il a fait tout ça. Et voilà, dit pas que le Poutine, il se moque de lui. Il continue à faire la guerre. En plus, on a perdre 20 bombardiers stratégiques, excusez-moi, ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part ailleurs en Russie, ça. Bon, donc, avec des drones à 10 000 boules, c'est ridicule. C'est ridicule. Donc, les Poutine, il empêche Trump de faire business. Alors, perdu pour perdu, Trump pourrait dire je vais au moins sauver l'honneur et ma crédibilité. Parce que moi, j'avais dit pendant toute ma campagne électorale, en 24 heures, je ferai le. Et d'ailleurs, ça aurait dû se passer comme ça avec quelqu'un de normalement constitué, il doit se mettre Trump, parce que je lui ai tout donné. Et j'ai forcé, j'ai tordu le bras à Zelensky, qui d'ailleurs a accepté pas mal de choses, en plus, qui va me donner ses. Ouais, c'est exactement, ses minéraux et ses donc là, voilà, c'est ça. Donc, c'est en principe, quelqu'un de normal, Poutine, aurait dû l'accepter. Donc, regardez à quel point le discours de Trump change ces dernières semaines. Et perdu pour perdu, il est parfaitement capable son ordre n'ayant pas été respecté en quelque sorte, il est parfaitement capable d'inverser complètement sa cutie et de déclencher une préalerte nucléaire si un jour Poutine s'approche trop de la frontière otanienne. C'est tout à fait possible. Alors je ne vous dis pas que tout ça est formidablement pourvoyeur de calme, de sérénité et d'amour et de fraternité. Je suis en train de vous dire que l'imprévisibilité, ça joue dans les deux sens. Ça peut jouer dans les deux sens et ça peut faire réfléchir à deux fois des régimes aventuristes. Je conclus en quelques mots. D'abord, je vous dirais qu'on ne croit que ceux, je paraphrase le grand diplomate Talleyrand, on ne croit que ceux qui croient en eux. Et là, ça me permet de conclure sur l'Europe. De deux choses l'une, soit on va vers l'Europe puissance, soit on n'y va pas. Si on n'y va pas, c'est la fin de la possibilité de disposer de notre destin en main. Avoir son destin en main, c'est être puissant, et vice-versa. Pour moi, la meilleure définition de la puissance, c'est maintenir son destin en main, maintenir sa capacité de projeter influence ou volonté. Voilà, pardon, il y en a plein d'autres des définitions. Hein. Moi, je suis en général assez d'accord avec ce que je dis, donc je pense que c'est une très bonne définition, voyez-vous. Voilà, donc ça, j'en suis tout à fait convaincu. Maintenant, la position pas seulement une posture, le positionnement de puissance européenne permettrait de tenir la dragée haute qui a un Trump, dont les périls sont d'ailleurs de nature différente, mais peu importe. Modi demain, ou Erdogan, je ne sais pas, peu importe qui. Et de continuer à défendre nos valeurs, si tant est qu'elles soient communes. Si on ne le fait pas, on ne va pas mourir, il n'y aura pas la guerre, mais sauf que petit à petit, on va se faire croquer. On deviendra trop faible pour pouvoir résister au rachat. On fait tout simplement, notamment sur le plan commercial et économique, tiens donc au hasard par la Chine. J'en cite un État sur 194 comme ça, comme il vient. Okay, et à la fin des fins, on perd également notre souveraineté. Mais de manière lente, indolente et indolore. Voyez-vous, moi j'ai pas envie, même indolore, moi j'ai pas envie. Donc je pense qu'il faut qu'on y aille. Et à cette condition-là, c'est pas impossible, c'est difficile, mais c'est pas impossible. À cette condition-là, je pense qu'on éloignera très tendanciellement le spectre d'une guerre mondiale. Parce que, et je la boucle encore une fois, c'est pour ça que je vais commencer par la dissuasion, on ne prête qu'aux riches. Lorsqu'on est puissant, on peut se payer le luxe d'être généreux, d'être prodigue, mais aussi de pointer le doigt vers l'adversaire potentiel ou réel en lui disant, tu sais, tu peux ne pas m'aimer, mais ça coûtera toujours plus cher de m'attaquer que de ne pas le faire. Pardon, c'est le b.a.-ba, si vous voulez, définitionnel de la dissuasion. Et pour conclure, je cite dans mon bouquin Pérez qui a été prix Nobel de la paix, ministre des Affaires israéliennes et des Affaires étrangères, et quand on lui reprochait
Alors moi je ne reproche rien, mais je ne croyais absolument pas du tout à son nouveau Moyen-Orient, mythifié, irénique, d'ailleurs j'y crois toujours pas, mais aujourd'hui je le vois avec un regard un peu différent et beaucoup moins sévère qu'avant. Quand on reprochait donc à Pérez d'être trop optimiste, en fait il répondait à la chose suivante, c'est l'optimiste et le pessimiste finiront tous les deux par mourir, mais ils n'auront pas eu la même vie. Chez Odile Jacob, après un autre ouvrage remarquable et remarqué, Les voies de la puissance, pensée de la géopolitique au XXIe siècle, qui s'interrogeait d'abord sur les critères, effectivement, de la puissance. Donc, dans ton bel ouvrage, en parlant de ces débats avec la salle, tu confirmes les réticences des populations face à la guerre, mourir pour Jérusalem, point d'interrogation, mourir pour Kiev, les populations n'y sont pas prêtes, la mollesse inclinée des démocraties. Les régimes autoritaires et musclés, Poutine, Trump, Netanyahu, Erdogan, j'aimerais que tu reviennes dessus. Pourquoi sont-ils là en place? Est-ce que la France aussi va prendre ce chemin? On sait que depuis près d'une vingtaine d'années, l'institutionnalisation du populisme dans la vie politique française, politique, géopolitique, effectivement, peut-être un mot sur Mélenchon. Tu n'as pas parlé de l'Iran, et puis plus tard, parce qu'on va donner quand même la parole à la salle, sur le rapprochement entre Israël et les sunnites, dans cette crainte justement de l'Iran chiite. Merci beaucoup. Il y a un point fondamental sur lequel, que tu soulèves, et je t'en remercie, les populismes. J'entends avec raison beaucoup de gens dire attention à la montée des populismes. On a vu ça dans les années 30 et 40, et ça a donné la guerre mondiale. Oui, mais non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne sais pas si c'est un faux paradoxe, pas forcément, il y a plusieurs façons d'être populiste. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'une des caractéristiques principales des mouvements et des partis populistes à travers le monde se caractérise par un non-interventionnisme et un antimilitarisme tout à fait assumé. C'est très intéressant. Ça ne signifie pas que ce ne sont pas des courants, des mouvements dangereux, je pense qu'ils le sont. Mais si vous voulez, le danger aussi, il y a des natures différentes à un danger. Le danger de guerre mondiale et des populistes d'aujourd'hui, c'est exactement le contraire, on s'en éloigne. En revanche, le danger sur le maintien de nos valeurs démocratiques, ça est républicaine pour ce qui concerne évidemment la France, ça oui, naturellement, on voit bien de toute façon aux États-Unis, on le voit dans beaucoup d'autres pays, européens, occidentaux, pas d'ailleurs. Ça c'est dangereux, mais moi je ne suis pas là pour parler de ça. Moi je vous dis qu'aujourd'hui ce sont des partis ou des mouvements qui, contrairement aux fascistes, aux nazis, au nationalisme évidemment nippon, au nationalisme est-européen dans les années 30 et 40, sont tout à fait hostiles à la guerre. D'ailleurs, ils ont même une posture que moi je qualifie de munichoise en ce moment sur l'Ukraine. Les extrêmes droites sont tout à fait défavorables à envoyer des hommes. Alors, il y a un prisme pro-russe chez certains, donc l'extrême droite, l'extrême gauche, c'est vrai. Et il y a une fascination pour l'autoritarisme chez les extrémistes, ça c'est sûr, c'est super vrai. C'est toujours ta cité Mélenchon. Voilà. La fascination pour l'autoritarisme et le fait d'assumer soi-même un autoritarisme à la fois viriliste et quasi insurrectionnel, ça c'est classique de l'extrême gauche, mais c'est classique aussi d'une grande partie de l'extrême droite. Oui, mais pour l'instant, en tout cas, je constate, mais c'est vrai jusqu'en Inde, c'est vrai aux États-Unis, que ces tendances-là ne sont pas militaristes. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, les populations ne suivent pas non plus. Et c'est l'un de mes chapitres. Donc l'un de mes autres motifs, à 7 motifs, je vous en ai donné 3, motifs d'optimisme. Ces dernières années, j'ai constaté en voyageant beaucoup et en regardant les enquêtes d'opinion quand c'est possible, dans des pays où évidemment c'est possible, et les enquêtes sociologiques quand c'est possible, les réseaux sociaux, qui servent aussi un petit peu à ça, notamment sur les jeunes, les manifestations de rue. Bon, ça fait pas mal tout ça, ça me donne une tendance générale des États-Unis, ça c'est évident, depuis le dernier retrait piteux de Kaboul il y a quelques années, les États-Unis, mais également la Russie et l'Ukraine, à la tête desquels les États, enfin les gouvernements, alors je ne sais pas sur un piédestal moral, bien évidemment, mais sur un piédestal moral, bien sûr, mais objectivement, Poutine et Zelensky ont beaucoup de difficultés à recruter, énormément de difficultés à recruter. Et j'ai noté quelque chose de probablement stupéfiant, car à ma connaissance, je me trompe peut-être, personne n'avait noté, c'est en 3 ans de guerre, la frontière internationale entre l'Ukraine et la Russie, c'est, je ne sais plus combien, 1600-1700 km, il y a 600 km de front. Mais le reste, c'est quoi là? Le reste, c'est quoi? C'est une ligne au sol
avec ici ou là des gardes frontières qui se regardent, peut-être qu'ils se crachent dessus, hein. Peut-être qu'ils se tirent dessus, je crois pas. Peut-être qu'ils prennent le thé ensemble, j'en sais rien, mais il n'y a pas de front. Le front, il commence ici et il finit là. Mais pardon, hein, de 1915 à 1918, c'est pas comme ça. Hein. Le front, il est de la mer, de la plage de Dunkerque jusqu'à, à côté, jusqu'à la frontière suisse. Il n'y a pas d'histoire, on prend pas le thé. Bon, donc c'est quand même, dans les guerres escalares, on prend pas le thé, le front, il est partout. Et c'est très intéressant ça. Il n'y a pas suffisamment d'hommes. En Turquie, fascinant l'exemple turc. Voilà un gouvernement islamo-nationaliste extrêmement ombrageux, qui est mesuré au sens de la litote, avec une politique d'Erdogan qui, à mon sens, est parfaitement impérialiste et très dangereuse, qui intervient en Irak, qui intervient en Syrie, encore plus maintenant, qui intervient au Soudan, qui intervient en Libye, dont la population rejette, dont l'opinion publique rejette l'envoi de soldats turcs. Donc le Erdogan, qu'est-ce qu'il est obligé de faire? Il est obligé d'aller chercher des mercenaires. Il va chercher des mercenaires, des Turcs même. C'est-à-dire des gens qui sont des turcophones, mais arabes, et qui sont payés pour aller faire les zouzous en Libye. C'est quand même très intéressant ça. En Inde, moi je ne sache pas que la population suit le DGP au pouvoir depuis pas mal d'années d'ailleurs. Hein. C'est pas contestable, même si M. Modi a été élu dans des conditions beaucoup plus difficiles, pas dans des conditions démocratiques, mais de justesse la dernière fois. Oui, enfin, moi ce que je crois comprendre de l'Inde, c'est que pour l'instant, là, parmi les points programmatiques de ces différentes campagnes électorales, ceux qui concernent un risque d'escalade avec le Pakistan ou avec la Chine ne sont pas du tout plébiscités. C'est pas du tout ça qui est plébiscité, c'est même exactement le contraire. Enfin, l'Allemagne et le Japon, c'est clair, c'est statutaire, depuis 1945, on n'y touche plus. De toute façon, je le dis souvent, les Allemands ont peur d'eux-mêmes. Donc ça, ils ont peur de personne d'autre, donc ça, ils ont peur d'eux-mêmes. Ils ne s'y toucheront pas. Je pense d'ailleurs que c'est l'un des problèmes pour l'Europe puissance, mais on pourrait y revenir, mais je pense que les Allemands ne reviendront pas à la puissance militaire. Donc du coup, il faudra bien faire sans eux ou avec leur argent, s'ils veulent bien traiter ou donner, à ceux qui, eux, veulent bien aller se battre. Je peux vous dire qu'on n'y est pas, c'est très compliqué. En tout cas, on verra bien, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, le Japon et l'Allemagne, ce sont évidemment des opinions publiques, les Japonais et les Allemands, je veux dire, qui sont aujourd'hui encore tout à fait hostiles à tout engagement militaire. Bah, vous savez, ça commence à faire beaucoup. Là, je reviens d'une tournée de conférence au Maroc. Moi, je n'entends pas dire que, avec les bisbis très graves qui concernent évidemment l'Algérie, je n'ai pas entendu, plus que d'habitude, c'est-à-dire pas du tout, de propos bellicistes, du genre, bah, le problème, on va le régler de manière militaire. Hein. Personne, hein, alors vraiment, peut-être qu'ils me le cachent. Hein. Franchement, je ne crois pas. Donc, et ça ne se retrouve pas non plus dans les manifestations de rue, etc. Donc, ça, plus le fait que parfois c'est cause et conséquence parce que des partis populistes arrivant au pouvoir en ayant dit qu'ils ne voulaient pas engager des soldats s'ils arrivent au pouvoir, on peut considérer que la variable de prise de décision dans l'isoloir de certains électeurs fonctionne là-dessus, en tout cas les a encouragés. Mais c'est cause et conséquence, parce que pour arriver au pouvoir, si on pense que la population, l'opinion, enfin l'électorat ne va vraiment pas apprécier quoi que ce soit de l'État, on ne le fait pas. Mais du coup, puisqu'on s'est engagé à ne pas le faire, on ne le fera pas du tout. Bref, on a là, tendanciellement, quelque chose qui me rend, là aussi, vraiment très très optimiste. En revanche, on peut, je ne sais pas, peut-être citer ah oui, alors l'Iran et le rapprochement entre Israël et les sunnites, j'ai toujours affirmé, y compris ici, il y a beaucoup d'années, je me souviens, c'est la première fois que tu avais fait l'erreur aussi de m'inviter déjà, mais tu continues, c'est ça qui me fort. C'est plus. Là, on est au-delà de la charité. Depuis 93, c'est Georges Frage. Oui, bah alors elle n'est vraiment pas du tout charitaire, parce que maintenant les gens savent que j'étais majeur en 93. Tu vois, ça, je ne voulais pas. Et donc, j'ai toujours affirmé que l'Iran n'aurait pas la bombe. L'Iran n'aurait pas la bombe. Je l'affirme plus que jamais. Enrichissement par enrichissement, ce n'est pas le problème. Voilà un régime politique, pas seulement un gouvernement. Le gouvernement il change, ce sont des équipes, mais un régime dont l'objectif suprême n'est pas la destruction d'Israël, c'est pas que ça leur ferait pas plaisir, mais c'est pas l'objectif. L'objectif suprême, c'est même pas tant d'ailleurs de convertir tous les sunnites au chiisme, c'est de rester au pouvoir. Et c'est de plus en plus difficile. Rien que cet objectif est de plus en plus difficile. Alors maintenant, ça c'est l'objectif. On est d'accord, vous me suivez toujours. Objectif, stratégie, tactique. On ne comprend pas sinon on ne comprend rien. Objectif. La stratégie pour se maintenir au pouvoir dans une situation socio-économiquement de plus en plus compliquée, avec une population qui grogne très 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 fortement, c'est de pouvoir injecter du cash.
Maintenant, comment faire pour injecter du cash lorsque on est extrêmement serré par les sanctions internationales dans le premier train en remonte en 2007, 1er janvier 2007, du Conseil de sécurité des Nations Unies, et que par ailleurs on gère de manière nullicible l'État. Comment faire? Où trouver ce cash? Par la fin des sanctions. Ah oui, parce que là, ce serait chaque année, on doit mouiller une centaine de milliards de dollars qui seraient injectés de nouveau dans l'économie iranienne. Dont une partie pourrait aller aux hôpitaux, pourrait aller aux raffineries, pourrait aller, etc., aux écoles, etc., au logement, enfin bref, au bien-être de la population. Tactique, comment faire pour obtenir la fin des sanctions? Renoncer à la bombe. La bombe, ça se mange pas. Ça se mange pas. On a essayé, ça n'a pas bon goût. Donc, et ça coûte très cher à faire. Et cerise, là encore, non alcoolisée sur le gâteau, c'est que de toute façon, depuis octobre dernier, militairement, il est un fait établi, et là je sais de quoi je parle, parce que je ne suis pas ingénieur militaire, mais je fréquente suffisamment de gens compétents là-dessus, il est militairement établi que les Israéliens disposent de l'espace aérien iranien, sans contrepartie, sans possibilité pour l'Iran de lutter. Donc, en fait, le pire qui pourrait arriver à ce régime, c'est de perdre son épée de Damoclès en mousse. Cette épée de Damoclès, je dis qu'elle est en mousse parce qu'ils veulent l'échanger, une éventuelle capacité nucléaire, contre la fin des sanctions. Maintenant, s'ils perdent leur épée de Damoclès avant même d'avoir négocié, mais pourquoi on négocierait avec ce régime extrêmement militariste? Comprenez, moi je réfléchirais à deux fois si j'étais Khamenei, et je pense que, et ça fait quand même de très longues années, qu'ils menacent, ils enrichissent, d'ailleurs s'ils enrichissent l'uranium dans des quantités plus importantes ces dernières années, c'est quand même merci Trump, parce que je rappelle quand même qu'un accord avait été trouvé le 14 juillet 2015. Bon, et pendant 3 ans, il a été a priori respecté. Trump arrive, il casse tout. Maintenant, il essaye de refaire un plan. D'accord, mais pendant ce temps-là, les Iraniens ne sont pas complètement idiots. Qu'est-ce qu'il leur reste? Il leur reste leur pauvre épée de Damoclès qu'ils étaient en train de planter comme Excalibur. Donc, il la reprenne, il l'utilise, ça pourrait être tout ce qu'ils ont. Et derrière cela, Israël attend de voir ce qui va se passer. Israël ne permettra pas à l'Iran de devenir un État du sol, c'est une certitude, et donc je vous le répète que militairement, ils le peuvent. Ils peuvent interdire l'Iran de devenir cela, et de toute façon, personne au monde ne veut de la bombe iranienne. Ni les Russes, alors ça ne sont pas les Chinois, c'est certain, qui sont une puissance très conservatrice, je le dis tout le temps sur le plan nucléaire, et les Russes non plus. Pourquoi? Parce que le traité de non-prolifération de 1968 serait abattu. Et c'est certainement la plus grande réussite de l'ONU depuis 1945. Le TNP de 1968 n'a jamais été transgressé. On va me dire oui, mais le Pakistan et l'Inde, ils ont bien une bombe alors qu'ils n'étaient pas signataires. L'Iran est signataire, encore aujourd'hui. La Corée du Nord a été signataire, elle a dénoncé sa signature. Et puis après, le lendemain, ils ont fait péter une bombe. Les voyous. Oui, n'empêche, ils n'étaient plus signataires. Donc en fait, ça peut vous paraître un peu comme dire délarté, mais c'est l'exercice, c'est le jeu, c'est l'exercice de style de la géopolitique, et peut-être même de la politique en général. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, le verrou du traité de non-prolifération, qui empêche une dizaine d'États qui sont sur les starting blocks, et qui, sur le plan technique, comme le Japon par exemple, pourraient parfaitement faire très rapidement, mais qui ne la font pas, poliment, c'est le verrou, c'est l'Iran. Donc l'Iran, aussi pour cette raison-là, notamment parce que les Chinois sont une puissance très conservatrice là-dessus, l'Iran n'aura pas la bombe. Alors, tu dis rapprochement d'Israël avec les sunnites, j'aurais plutôt tendance à dire que ce sont les sunnites qui se rapprochent, ou des États sunnites qui se sont rapprochés d'Israël, pas parce qu'ils sont devenus sionistes jabotinskiens ou sionistes fidèles à Haddam ou je ne sais pas qui, mais parce que, ou philosémites, c'est pas tellement ça. Les États ont des intérêts, comme disait Hegel, et ce sont des États qui, face à la tenaille mortelle pour eux, Israël c'est pas mortel pour eux, Israël, c'est pas mortel, c'est pas pour les Émirats Arabes Unis, Israël, c'est vraiment pas un danger, et les Juifs de manière générale non plus, de toute façon, la communauté juive émiratie n'a jamais été très très importante dans l'histoire, numériquement parlant. Donc, ça passe. Donc, du coup, eux, la tenaille pour les États sunnites, qui aujourd'hui sont presque tous modérés en réalité, c'est le chiisme pro-iranien, et là, ce que j'appelle le pan-chiisme, donc très activiste et là pour le coup très dangereux de l'Iran dans l'ensemble du monde arabe musulman, et c'est bien évidemment les Iraniens, les frères, les terribles frères musulmans, dont on commence enfin, j'espère, c'était l'objet de ma chronique dans l'Express il y a quelques jours, et je suis certain que Manuel vous a dit ça, mieux que personne qui est au monde, quoi. Enfin commencent à être surveillés d'un peu plus près ici, on commence enfin à prendre la mesure de leur dangerosité. Donc les Iraniens, les frères musulmans,
ont déjà renversé des régimes arabes modérés, ils ont abattu un nombre de chefs d'État, de gouvernements, de responsables politiques et de simples citoyens, et bien sûr de citoyennes dans le monde arabe et musulman. Parce que les talibans, je vous rappelle que ce sont des frères, c'est les talibans. Donc c'est pas que dans le monde arabe, mais dans le monde arabe, qui fait tellement peur à ces régimes-là qu'ils ont besoin de s'en prémunir de ces deux dangers. Quel est l'État qui, lui aussi, par définition, est hostile à ces deux périls et qui les voit comme tels? Évidemment Israël. Qu'est-ce qu'on dit en général? L'ennemi de mon ennemi, c'est quoi? Voilà. Bon. Et donc, les accords d'Abraham sont passés par là en 2020. Je note d'ailleurs qu'en dépit de la guerre très dure, de la catastrophe, je ne sais pas employer le mot, notamment humanitaire, qui prévoit Gaza, je constate que depuis 5 ans, en 4 ans et demi, 5 ans, les 4 États arabes signataires des accords d'Abraham n'ont pas dénoncé leur accord. Je constate même que les Émirats, Bahreïn, parce que le Soudan est en pleine possible, oui, ça ne savent pas de quoi on parle, mais en revanche, Bahreïn, les Émirats et le Maroc surtout continuent à investir, notamment, y compris sur le plan militaire, avec Israël, et à acheter, y compris des armes à Israël. Alors, parfois, l'ambassadeur de Soudan, il doit être habitué, mais ce n'est pas très violent. Je rappelle que la Jordanie et l'Égypte, respectivement signataires en 1994 et 1978 d'accords de paix en bonne et due forme, n'ont pas rompu avec ces accords de paix, et ça en creux, en quelque sorte, pour Israël. Alors on est content ou pas, moi je suis très loin d'apprécier quoi que ce soit l'actuel gouvernement israélien. Mais ce n'est pas le problème. Je vous dis que l'État d'Israël en soi aujourd'hui aura marqué, si tout s'arrête enfin maintenant, on fait le bilan, on fait le calcul, les pour, les contre, les tableaux de l'entrée, la guerre a été gagnée, oui, non, perdu, économique, là. On met tout ensemble et on jette comme ça, comme disait Jones. Eh bien, il y a une victoire diplomatique incontestable, déjà remportée par Israël, même s'ils ont perdu l'amitié d'Espagne, ce dont ils se foutent complètement, c'est le fait d'avoir conservé la paix avec les 6 États arabes qui étaient signataires, et ça sans le moindre processus de paix. Il n'y a pas Oslo pour l'instant, et à mon avis, pas encore à terme peut-être, mais pas à court terme. Le bilan humain il est terrible, etc. Ah oui, bon ça, c'est une très grande victoire diplomatique pour Israël, c'est incontestable. Et elle s'appuie sur une capacité de projection d'influence via des services et des produits, notamment militaires, qui est incontestable, qui est recherché dans le monde entier, jusqu'à l'Inde, Singapour, la Corée du Sud. Bon, et ça, par contre, ça va continuer, c'est sûr. Merci Frédéric. On va vous donner la parole, cher public. J'imagine que vous avez des questions, des interventions à l'endroit de notre universitaire préféré, toujours éloquent, toujours brillant, qui sévit sur les ondes dans tous les médias et qui, non content de sévir, produit des ouvrages de référence, des ouvrages scientifiques et des ouvrages grand public. Alors, pour les interventions, soyez brefs, soyez concis, et nous vous donnons le micro. Alors, la première question, madame. C'était pas exact parce que Gulli n'a jamais quitté. La chaîne Gulli. C'est vexant. Je vous remercie pour la clarté de vos propos et aussi pour faire part des abus des mots, on va dire, dans le vocabulaire à tous les fois. Si d'un côté je partage votre analyse, je la reçois plus exactement, je vois qu'il y a lui-même un esprit de conquête dans le monde, parallèlement à ce que vous dites, ou avec ce que vous dites. Je ne sais pas si vous mettez ça en opposition. Et puis d'autre part, il y a un esprit dans cet esprit de conquête, de pouvoir économique, religieux, politique, et je vais dire aussi de civilisation, mais ça serait aussi à définir. Je vois aussi qu'il y a des graves troubles, vous parlez vous-même, dans le monde qui sont en fait. Alors bien sûr, il n'y a pas des bombes qui viennent en France, mais nous avons un taux de suicide chez les jeunes impressionnant. Nous avons des gens laissés pour compte dans les zones de la Californie, où c'est un pays, enfin un État riche, et les gens vivent dans leur voiture et n'ont pas de quoi subvenir leurs besoins. Donc on pourrait faire toute la liste dans le monde entier, où tous ces troubles et tout cet esprit de conquête mercantile, entre autres, qui va avec la politique, laisse beaucoup de gens sur le côté, les fracasse. Et puis aussi, je vois que le Moyen-Orient s'est vidé de tous ces chrétiens, donc je suis aussi sensible à cela,
reçu des bombes, c'est vrai, mais il y a bien quand même quelque chose qui se passe dans le monde et qui nous trouve. Alors, j'espère que ceux qui voulaient lâcher les hommes soviétiques vont les lâcher. Et on a aussi une espérance sociale. Merci. La question, c'est ça, le remarque. Et la question, c'est... La question, c'est qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire? Vous avez raison, c'est une bonne question. Exactement. Et merci beaucoup parce que vous abordez un point qui est très important, qui est le social. Ventre affamé d'un point d'oreille. Mais c'est pas exact. Ventre affamé à des oreilles pour ceux, les extrémistes, toujours, politico-religieux, qui lui expliquent pourquoi il est dans la misère, à cause de qui, le bouc émissaire, et comment y remédier. Donc ça, c'est toujours dangereux, indépendamment d'ailleurs des questions morales. Bien sûr, je rejoins complètement, mais outre le fait que moralement, quelqu'un vivant dans la misère, au regard des capacités phénoménales que l'humanité a développées en termes de richesse, de prospérité, ou simplement de capacité à nourrir tout le monde, et du gâchis par ailleurs, bref, je pense que là-dessus on est d'accord. On peut même étendre ça d'ailleurs à l'écologie au sens positif du terme, avec des millions de gens qui vivent littéralement dans les ordures, dans le monde entier, littéralement. Donc je suis d'accord avec vous. Et c'est un terreau favorable à l'extrémisme. Alors simplement, et là d'une phrase parce que j'en ai un peu parlé, je vous dirais en toute humilité que si je me borne au spectre existant ou pas d'une guerre mondiale, pour l'instant, puisque les groupes populistes qui instrumentalisent, qui font du social, y compris en France d'ailleurs, qui parlent de social, tout en s'en fichant évidemment comme d'habitude, comme le faisaient les nazis, les fascistes, etc., sont tout à fait anti-interventionnistes. C'est autre chose qu'ils veulent faire. Donc ça, vous avez raison sur le plan moral, sur le plan géopolitique, pour l'instant en tout cas, ce n'est pas la menace principale. Je dis bien, sur le plan européen. Les idéologies, alors je crois que vous avez évoqué, alors l'esprit de conquête, oui, idéologique ou religieux notamment, eh ben, ça fait l'objet de l'un de mes chapitres. Je crois pouvoir constater que les grandes idéologies du XXe siècle, lorsque elles tentent de reprendre du poil de la bête, lorsque des militants instrumentalisant le religieux, l'étant eux-mêmes ou pas, en général l'instrumentalisant, tentent de conquérir les territoires ou les âmes par la voie de la violence, ben, ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas pour l'instant. Comme si ça ne prenait plus. Vous savez, Keppel, juste après le 11 septembre, disait quelque chose d'assez amèrement d'ailleurs, parce que je crois qu'on a conçu une vraie amertume, ce que je peux comprendre. Avec le 11 septembre, les gens ont commencé à ricaner et dire ben voilà, c'est ça la faute, parce qu'il était optimiste. Il dit, non, mais l'islamisme, en fait, c'est un phénomène qui n'arrivera pas à s'imposer, car bing, 11 septembre. Et moi, à l'époque, je l'entendais dire, mais pardon, mais c'est parce que les frères musulmans et les salafistes n'ont pas réussi à s'emparer d'État, et ils n'ont pas réussi à s'emparer du cœur et de l'esprit des populations, qui ne votent pas majoritairement pour eux, ou qui ne font pas la révolution majoritairement en leur faveur. Ce qui est vrai d'ailleurs. Alors au printemps arabe, on a vu effectivement des mouvements fréristes qui étaient forts, on l'a vu notamment en Égypte, mais très rapidement, les gens qui sont arrivés au pouvoir, fréristes ou salafistes, ont démontré une telle nullité dans l'exercice de l'État que des militaires comme Al-Sisi en Égypte ou d'autres ont réussi à les vaincre, ou à la loyale au Maroc, il y a 1 an et demi, où le PJD, enfin le parti islamo-conservateur, se fait écraser à la loyale dans les urnes. Il est nul. Bon, donc là, les gens disent non, on n'en veut pas. Et du coup, Keppel disait un truc depuis, je crois, enfin, qui se vérifie, c'est que sort de cet échec une pointe exaspérée, hallucinée, fanatisée de gens disant bon, un peu à la Lénine, hein, que faire? Bon, puisque les gens, les musulmans, sont trop mous, pas assez décidés ou trop faibles pour nous suivre, eh ben on va y aller par la voie des armes. Et là, on rejoint le terrorisme noir anarchiste des années 1900 avec la propagande par le fait, et puis Lénine, quoi. Donc une espèce de pointe très acérée qui d'ailleurs, malheureusement, a coûté très cher parce que cette pointe, c'est Daesh et c'est Al-Qaïda. Donc ça a coûté très très cher au monde entier. Ouais, mais entre nous, moins cher que des guerres conventionnelles. Je suis moins soupçonnable d'être complaisant avec le terrorisme, il y a pas d'histoire là-dessus. Mais aujourd'hui, là maintenant, ce soir, j'ai ma casquette de géopolitologue, si vous m'invitez, c'est pour ça. Alors, moi, je vous dis quelque chose de très clair, c'est que le terrorisme est un fléau dont il faut se débarrasser, dont les États doivent se débarrasser, dont la démocratie pâtit, surtout la démocratie, mais qui est moins dangereux, en fait, beaucoup moins dangereux que des guerres classiques interétatiques. Et le terrorisme islamiste, à ce jour, il a échoué.
Alors, vous pourriez me dire, parce que c'est une humaniste, il a échoué non pas à tuer des vies, bah, malheureusement, non, ça, il a réussi à tuer des vies. Vous prenez n'importe quel couteau et dans la rue, tout à l'heure, vous allez tuer une vie. Mais il n'a pas réussi à atteindre ses objectifs, c'est même le moins qu'on puisse dire. C'est-à-dire que c'est comme si, et alors du côté, et au sein de la chrétienté, l'esprit de conquête, alors les évangéliques évidemment, il y a un esprit de conquête spirituel, bon, pour l'instant il n'est pas tellement territorial, quoi. Il n'y a pas beaucoup de. Je crois qu'on citait tout à l'heure aux 3 bouillons, pour l'instant il n'y a pas tellement de velléité de conquête. Alors certains peuvent être violents, mais il y en a qui ont été violents. Il y en a un qui a été un chrétien qui pensait, qui au nom de la défense de la chrétienté, a assassiné des gens en Nouvelle-Zélande. Il y en a un qui en a assassiné ici un, là, il y a quelques jours malheureusement. Je ne voudrais pas paraître froid, mais je suis obligé de vous parler comme ça. C'est à l'échelle de l'humanité, à l'échelle des États, à l'échelle des puissances, c'est picrocollant. Donc c'est un échec. C'est un échec, en fait, pour ces gens-là, cet esprit de conquête pour l'instant. Quant aux chrétiens d'Orient, là, vous avez tout à fait raison, c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin, sauf pour les Coptes. Bah oui, bien sûr, les chrétiens en Israël. Mais non, mais c'est même la fin pour eux aussi, mais pas de manière violente. C'est simplement parce qu'ils ont fait des super études, ils ont un niveau socio-éducatif très, très important, comme d'ailleurs dans l'ensemble du Moyen-Orient. Hein. Alors ils peuvent être médecins à Haïfa, mais en général, comme ils ont à la fois de la famille dans le monde entier, notamment en Occident, ou qui peuvent faire du business avec de la famille en Afrique ou dans les Caraïbes, ou encore qu'ils parlent de toute façon, en général, pratiquement tous l'anglais parfaitement et souvent le français, ils peuvent aller crapahuter dans le monde entier, ils partent et ils ne reviennent pas. Donc il y a une hémorragie lente, douce, voulue, et puis il y en a une beaucoup plus violente au Moyen-Orient, je pense que c'est fini. Vers une grande communauté, la masse critique des communautés chrétiennes au Moyen-Orient, je pense que c'est perdu. Sauf, je vous dis, les Coptes d'Égypte, parce que eux, ils ont atteint un seuil critique démographique et économique suffisant, me semble-t-il, 10, 11, 12 millions, pour encore pour exister. Il y aura des chrétiens au Liban, mais ok, il y aura toujours des maronites et quelques melkites, mais c'est pas, je pense que en tout cas, ils ne seront plus réellement au pouvoir. Oui, Monsieur Ancel, merci de votre intervention. Il y a une question qui me trotte. On critique Israël de génocide. Et je ne suis pas d'accord. Pour moi, le génocide, c'est quand il y a eu la Deuxième Guerre mondiale et que les Allemands sortaient les Juifs, les communistes et les homos des appartements pour les tuer. Pour moi, ça, c'est un génocide. Mais en Israël, j'ai jamais vu de soldats, Tzahal, aller dans les appartements, sortir des enfants et les tuer dehors. C'est parce que s'il y a un génocide, c'est parce que le Hamas garde les enfants et les familles avec eux pour les tuer. Deuxièmement, vous n'avez pas parlé du Yémen. Et aussi pour l'Iran, par contre, j'ai bien compris que l'Iran, vous n'avez pas peur que l'Iran fasse une guerre avec Israël, d'après ce que j'ai compris. Merci. Merci beaucoup. La situation qui prévaut à Gaza n'est pas une situation génocidaire. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a très manifestement des crimes de guerre, d'ailleurs déjà très graves. Alors, pour vous rejoindre, ça répond aux crimes de guerre, et sans doute d'ailleurs aux crimes contre l'humanité, perpétrés par le Hamas. Absolument, oui. Je suis absolument d'accord avec beaucoup de choses que dit Barnaby. Je m'appuie sur 2 éléments très concrets. L'un, le procureur, le fameux procureur Khan, qui a convoqué Netanyahou et l'ancien ministre de la Défense israélien, en convoquant d'ailleurs de la même manière, pour les mêmes motifs, sur les mêmes motifs, feu le chef du Hamas et les 2 chefs du Hamas, qui ont rejoint un monde meilleur un peu prématurément. C'est pour les mêmes motifs, c'est pour des crimes de guerre et potentiellement pour des crimes contre l'humanité. Donc aujourd'hui, dire, comme le font beaucoup de militants, que la justice internationale a établi qu'il y avait, c'est faux. Et c'est un mensonge absolument éhonté. Si la justice ou si un procureur avait dit cela, moi je continuerais, c'est mon deuxième point, à dire, moi, monsieur le procureur, je ne suis peut-être pas juriste, mais moi je lis les textes internationaux. Alors bien sûr, un texte, on peut toujours en faire, là, toujours pareil, tout est question d'interprétation, vous avez la lettre et l'esprit qui font tourner le monde. Il y a un texte très concret. C'est celui publié en 1948, en décembre 48, le 10 décembre 48, qui est la Convention sur la prévention et la répression des génocides. Et il se fonde sur la définition bâtie par le fameux Raphaël Lemkin, un juif polonais, un juriste, qui a établi d'ailleurs, c'est intéressant parce que sur la base de ce qui s'était produit déjà avec les Arméniens,
en 1915, et ce qui était en train de se produire, parce qu'il a établi sa définition en 1943, en plein géant, vrai génocide, en pleine Shoah. Et ça a fait florès, ça a donné lieu à beaucoup de réflexions, il y a des juristes, des internationaux, et des politiques, parce que la politique n'est jamais très loin. Et lorsque vous lisez la définition du génocide, ça ne correspond pas à ce qui se passe aujourd'hui. Il n'y a pas d'intentionnalité d'exterminer tout ou partie d'une population en fonction de sa race, de sa religion, de son ethnie. C'est faux, ce n'est pas vrai. Alors qu'il y ait des crimes de guerre, moi j'en suis malheureusement convaincu. Alors pour le coup, là la justice internationale l'a établi. Bon, entre parenthèses, il y a beaucoup d'Israéliens qui le disent eux-mêmes. Il y a même carrément des gens du sang. Pardon ? Et Oudelbert. Oui, alors Oudelbert, oui, l'ancien matricule, oui d'accord. Oudelbert, le problème c'est qu'il est passé de l'extrême droite à l'extrême gauche. Alors donc je ne sais pas quand est-ce qu'il a dit ça, quand il était l'extrême droite ou quand il était l'extrême gauche. Il y a des gens qui varient beaucoup. Mais pour parler de gens plus sérieux, Barnavi, qui lui a été un diplomate, un intellectuel, il a la dent extrêmement dure. Bon, donc il emploie évidemment pas, il dit pas évidemment qu'il y a un génocide, il dit qu'il y a des crimes de guerre, qu'il faut les arrêter, mais surtout, il dit que ça n'a pas de... Pardon, je ne vais pas être ce porte-parole de Barnavi, que ça n'a pas de sens politique de poursuivre la guerre. C'est ça qui en fait qui est plus important. Maintenant, pour conclure là-dessus, le Hamas instrumentalise au dernier degré, et je pense que vous le savez, la population. Alors là, c'est crime de guerre quotidien, diurne, nocturne, permanent, consistant à se dissimuler derrière des civils dans des infrastructures civiles. Alors là, les conventions de Genève sont mot pour mot extrêmement claires là-dessus, c'est strictement interdit. Bon, Israël ne le fait pas, le Hamas en a fait sa politique globale, en permanence. Il est dans le crime de guerre permanent depuis qu'il s'est pratiquement créé en 80. Bon. Ensuite, ce qu'il a perpétré le 7 octobre relève du crime contre l'humanité, parce que là, il y avait une intention très concrète d'anéantir un groupe pour ce qu'il était. Et je veux dire activement. Bref, en tout cas, il n'y a pas de génocide à Gaza. C'est pas pour ça qu'il ne faut pas que c'est ça. Politiquement, moi, vous ne m'avez pas posé la question, donc je réponds quand même. Politiquement, ce qui est en train de se passer, à mon sens, commence à devenir complètement aberrant. Donc voilà, mais peut-être que je ne comprends pas tout. Militairement, c'est aberrant, et politiquement, c'est aberrant. Donc, mais peut-être que je ne comprends pas tout. Alors dans ce cas-là, il y a 70% d'Israéliens qui, en tout cas, dont je partage l'avis. Le Yémen, c'est un non-sujet. En fait, le sujet, c'est les Houthis, là vous avez raison d'en parler, qui est un groupe d'extraction chiite soutenu par l'Iran. C'est le dernier proxy de l'Iran, encore beaucoup, le dernier, qui constitue pour Israël une menace tactique, pas une menace stratégique. Une menace stratégique, c'est le 6 octobre 1973. Ce serait un Iran nucléarisé et doté, par ailleurs, des modes, des vecteurs pour propulser les bombes et d'un espace aérien protégé. Là, on aurait une menace stratégique, c'est-à-dire vitale. Je vais peut-être vous surprendre, vous choquer. Même le 7 octobre au matin, la menace n'a été que tactique. En fait, la catastrophe est beaucoup plus liée à l'impéritie totale à l'époque du pouvoir israélien. Désolé d'avoir à le dire, ça est notamment son Premier ministre parce qu'il est là comme depuis la nuit des temps et c'est lui qui tient toutes les prérogatives de l'exécutif que d'armes élaborées. Enfin, en face, c'est des barbares qui se comportaient comme des barbares, c'est tout. Je veux dire, ils auraient pu avoir des machettes et des arcs à flèches comme au Rwanda, ils auraient fait à peine moins de victimes. C'est-à-dire que, je n'exagère pas. Donc c'est vraiment surtout la nullité du côté israélien qui a permis un tel massacre. Donc en fait, le seul proxy qui reste, c'est cette menace tactique. Ils ont la capacité de gêner le commerce mondial, pas provoquer franchement moins qu'on puisse dire de guerre. En fait, ils ont surtout la capacité d'effondrer l'économie égyptienne. Ah oui, si les bateaux passent plus par le canal de Suez, alors que c'est la première rente nationale de l'Égypte, c'est fou furieux, menace surtout la stabilité de l'Égypte. Ça c'était la bonne nouvelle, ce n'est qu'une menace tactique, c'est pas très méchant. J'en ai une mauvaise, on peut rien faire. Vous pouvez écraser tant que vous voulez le port de Daïda et l'autre port que détient, vous les écrasez tant que vous voulez. Les mecs, leurs pauvres petits missiles, ils ne sont pas portatifs mais pas loin. Donc ils peuvent aller se cacher dans les montagnes. Et même si vous envoyez des centaines de milliers de soldats façon les GIs au Vietnam, qu'est-ce qui va se passer dans une géographie qui, comme le dit mon maître Lacoste,
D'habitude, je lui rends hommage dès le premier mot. Là, ce sera l'un des derniers mots. 96 ans, il est toujours là, fondateur d'Hérodote, etc. Et vous savez à quel point je suis un disciple fidèle de Lacoste. La géographie, ça sera d'abord à faire la guerre. Je suis allé, moi, il y a longtemps au Yémen, faire bonjour. Hein. Donc vous n'allez pas envoyer, de toute façon, Trump ne le veut pas. Alors qui va aller au Yémen pour aller déloger jusqu'au dernier fou furieux dans sa grotte avec son pauvre missile? Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez rien faire. Si, vous pouvez convaincre l'Iran d'arrêter de les soutenir. Oui, mais là, du coup, c'est lié au dossier nucléaire. Là, c'est la négociation nucléaire, fin des sanctions, etc. Mais sur place, vous voyez, c'est bête parce que c'est un peu comme si je vous disais, il y a un moustique là, et toute la nuit, il va continuer à vous piquer. Bon, il ne transmettra pas de maladie, c'est pas méchant, hein, mais de toute façon, vous ne pouvez rien faire, vous n'arriverez pas à l'attraper et il va vous piquer. Moi, je vous le dis, il va vous piquer. Sauf si vous faites intervenir, je ne sais pas comment dire, il n'est pas terrible, en fait, ma métaphore est un peu pourrie. Si vous faites intervenir un service de démoustication pendant une semaine, qui va tout dire, d'accord, ok, c'est pas là, on est au mois d'août, ils sont pas là, les mecs. Donc vous allez vous faire piquer, mais c'est pas grave. Et enfin, l'Iran, j'ai répondu. Nous sommes en train d'évoquer donc les dangers qui menacent la paix mondiale. On n'a pas parlé du dérèglement climatique, ou du réchauffement climatique, qui peut être aussi un danger dans une perspective. On n'a pas parlé non plus des changements démographiques et des baisses de population d'un côté, des explosions démographiques de l'autre. Moi, je pense notamment au conflit indo-pakistanais, qu'on a peu évoqué, mais qui me paraît être l'un des plus graves dangers pour la paix mondiale, et notamment parce que le poids de l'Inde sur le plan démographique peut l'inciter à agir dans un sens comme dans l'autre. Merci beaucoup. Oui, c'est marrant. La manière dont vous posez la question, qui est une question absolument juste, je suis très content de vous la poser comme ça, on va pouvoir aussi en parler, parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure, parce que je n'avais pas tout. Mais ça fait l'objet de l'un de mes chapitres. Mais la manière dont vous posez la question est très intéressante. Dites que les explosions démographiques ou les dérèglements climatiques pourraient mener à une guerre mondiale. Mais en fait, on est dans la pensée magique. Parce que si je vous dis, ah oui, comment? Vous ne pourrez pas me répondre. Vous pourrez me répondre sur des guerres localisées. Vous ne pourrez pas me dire en quoi et pourquoi un pays situé à 6000 bornes va aller envoyer des soldats ou des bombes parce qu'à 6000 km, les gens n'ont pas assez d'eau ou veulent modifier le débit fluvial frontalier ou sont vraiment trop nombreux par rapport à la région d'à côté. Vous ne pourrez pas me le démontrer. Je peux vous répondre juste une chose, c'est sûr, à force de multiplier les conflits localisés ici et là, qu'est-ce que c'est que la guerre mondiale? Alors là, c'est une question philosophique, c'est très intéressant. Oui, vous avez raison, ça c'est très intéressant. Alors après, le truc, c'est que si chacun de ces conflits localisés, a priori ne déborde pas, on ne peut pas parler de guerre mondiale parce que sinon, il faut remettre en cause une réalité épistémologiquement établie que sont les deux guerres mondiales du XXe siècle. Dans ce cas-là, il faut parler d'autre chose. Il faut parler d'un embrasement, mais même le terme d'embrasement pluriel n'a pas beaucoup de sens en réalité. Et moi, je ne connais pas, et en fait, je le dis en introduction, même les deux guerres mondiales, bien sûr, n'ont pas été que localisées par définition. Oui, mais enfin, l'essentiel des océans et même des espaces mondiaux n'ont pas vu un seul soldat ni une seule bombe. Donc là, même rétrospectivement, on pourrait se demander pourquoi on les a appelés guerre mondiale. Bon, maintenant, les conflits, un certain nombre de conflits localisés, là, je vous rejoins, c'est davantage possible. Maintenant, il y a deux choses. Les effets du dérèglement climatique. Moi, je préfère qu'on parle des effets, parce que les dérèglements climatiques, et je répète bêtement ce que disent les scientifiques, ils vont, se multiplier, s'aggraver. Bon, et là, même si on arrêtait maintenant d'utiliser nos mobylettes et nos chips, je sais pas quoi, nos voitures, de prendre un avion, de toute façon, il y a un effet d'inertie qui ferait que la Terre mettrait, plusieurs décennies, je crois, au moins à commencer à se régénérer, etc. Donc, en réalité, ce qui compte, ce sont les effets de ces dérèglements. Et là, ça ne peut être que localisé. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'aux Pays-Bas, où on est géographiquement sous le niveau de la mer, comme au Bangladesh, où on est géographiquement sous le niveau de la mer, les cataclysmes, au sens étymologique du terme, vont se poursuivre et vont s'enchaîner. Les effets seront radicalement différents sur les populations. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce qu'aux Pays-Bas, on valorise l'intérêt collectif et on ne va pas engager des dépenses uniquement pour défendre les catholiques ou les protestants, ou les blancs ou les noirs, ou les gens du sud ou les gens du nord. Au Bangladesh, dans certains coins de d'Inde, dans une grande partie du continent africain, voyez-vous, je ne jurerai pas. Je jure même du contraire.
Et deux, surtout, outre le sens de l'intérêt collectif, au sein en tout cas d'un État-nation, c'est la valorisation du savoir, technique et technologique. Aux Pays-Bas, on produit encore beaucoup d'ingénieurs, il y a encore des ingénieurs, on leur fait encore peut-être pas des ponts d'or comme à Palo Alto, ok, enfin quand même, ils ont. Et on les oriente de plus en plus souvent, alors via des bourses, via des institutions, des entreprises évidemment, l'État, on les encourage à travailler de plus en plus sur des techniques qui permettront de limiter, d'atténuer les effets sur les populations de ces catastrophes. Est-ce qu'on fait ça dans la quasi-totalité des pays qu'on appelle aujourd'hui abusivement les pays du Sud? La réponse est non. Non. Et vous voyez, ce qui est terrible, c'est bonne et mauvaise nouvelle. C'est le premier étage, enfin c'est du Titanic, face, le truc là, la première classe et la troisième classe. Moi, je ne sais pas demain dans quelle mesure, et là je rejoins tout à fait, on pourra empêcher ce qui va se produire assez mécaniquement, c'est des frottements et peut-être même une conflictualité de plus en plus forte du fait de la raréfaction d'un certain nombre de ressources naturelles, notamment numériques, notamment l'eau. Bon, c'est surtout vrai dans l'Asie du Sud et dans certains coins d'Afrique, notamment ça et l'Afrique de l'Est. Ça c'est vrai, d'accord, ok. Je me demande également dans quelle mesure on peut imaginer, pour cette raison-là, l'intervention d'autres puissances. Il n'y a pas. Le syndrome de l'été 14 avec avec cet entre-là, cet enchevêtrement d'alliances militaires qui ont été malheureusement très respectées et qui a fait s'effondrer le monde, l'Europe puis le monde, n'existe pas. Il n'existe pas aujourd'hui, il n'existe pas. Les bisbilles hydriques qu'il y a par exemple entre l'Égypte, pays d'aval, et l'Éthiopie, pays d'Inde, qui a construit un gigantesque système de barrages qui s'appelle Renaissance, et qui du coup peut altérer le débit du Nil, ce qui pour les pays d'aval que sont le Soudan et l'Égypte est une véritable catastrophe. Je vous rappelle que 95% de la population égyptienne vit sur le Nil, hein, donc 95%, notamment dans le delta. Et une grande partie de la population vit, je veux dire, physiquement, grâce à l'apport au maintien de ce débit du Nil, donc un apport hydrique très important. Bref. Ah oui, mais les Éthiopiens, eux, pour leur agriculture, ils se fichent de l'Égypte. Eux, ce qu'ils veulent, c'est favoriser leur agriculture. Donc ils ont fait un super barrage, comme ça, ils vont pouvoir cultiver plein de choses. Il y a eu, à plusieurs reprises, des menaces de bombardement aérien de l'Égypte vers l'Éthiopie. C'est aux autorités éthiopiennes, si vous n'arrêtez pas, on envoie des chasseurs bombardés. D'abord, je doute que l'Égypte ait ses capacités, j'en doute même très très fortement, j'en suis même tout à fait convaincu. Et ils ne l'ont pas. Et deux, il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Égypte et un autre État de la région. Il n'y a pas d'alliance militaire entre l'Éthiopie et un autre État de la région. Pas de guerre mondiale. Comprenez? Pour qu'une guerre soit mondiale, pour qu'elle soit au moins, tiens, je vais dans votre sens, grand régional, comme par exemple 98 en Afrique, première, entre guillemets, guerre mondiale africaine. Parce que 14 États étaient officiellement en guerre. Oui, d'accord, ils avaient envoyé des hommes pour les soldats qu'ils avaient envoyés aussi. Hein. Bon, et le nombre, tout ça n'était pas sérieux. Mais officiellement, il y avait un vrai. C'est tant que les grandes puissances qui sont, elles, capables de projeter de l'influence et de la violence dans des quantités et en qualité très considérables, n'interviennent pas, ça reste très localisé et on s'épuise par manque de moyens et d'hommes. Et j'ajoute un point important toujours sur l'eau, puis je réponds sur l'explosion démographique. Entre la Turquie, pays d'amont, et la Syrie, pays d'aval, en 98. Entre Israël, pauvre en eau, et la Jordanie, indigente en eau. Entre, même au fond, l'Inde et le Pakistan d'ailleurs. L'Inde et le Pakistan, deux pays officiellement, techniquement en guerre. Donc, techniquement, ils sont en guerre. On l'a vu il y a encore quelques semaines. Et bien, jusqu'à présent, les questions hydriques, souvent frontalières, ont mené à des cessez-le-feu et à des accords plutôt qu'à la guerre. Et même parfois, elles ont forcé ces régimes qui, par ailleurs, avec d'autres bisbilles, de s'arranger. Intéressant, je reviens à ma dissuasion. Ça aurait coûté trop cher de faire la guerre, y compris pour l'eau, que de ne pas le faire pour partage. Donc ça peut jouer dans les deux sens, en fait. Sur les explosions démographiques, alors, vous savez que partout dans le monde... Et la régression d'un côté. Et la régression d'un autre côté, bien sûr, bah oui, évidemment. Et je vois très bien où vous voulez en venir, vous avez raison, c'est une question courageuse. On va parler de ça. Nous avons du Sahel. Partout dans le monde, sauf au Sahel, le taux de fécondité, ces dernières années, baisse, et il a souvent baissé drastiquement, comme dans la plupart des pays arabes, où en 20 ans, 25 ans, on est passé de 6 à 2. Une moyenne de 6 enfants par femme, taux de fécondité de 6 à 2. C'est du quasi jamais vu, enfin, sauf cataclysme absolu, les minoens, etc. Mais sinon,
c'est du quasi jamais vu. Ça a l'air de devoir se prolonger pour plein de raisons. Je ne suis pas un spécialiste, mais on pourrait notamment dégager une qui me plaît au dernier degré, c'est la libération de la femme. Alors là, c'est à partir du moment où elle commence à faire ce qu'elle veut, je veux dire que c'est... Ah oui, je suis vraiment plein de. Donc ça, c'est très important. Et dans plein de sociétés, y compris ultra-conservatrices. Sauf au Sahel, où ça reste scotché à 6, 6,5. Alors, avec un taux de fécondité de 6, la population augmente tous les 25 ans. Elle double tous les 25 ans. Et en Palestine Et alors ça a baissé comme dans les autres pays arabes, ou dans les autres sociétés arabes. C'est-à-dire que c'est intéressant comme question, parce que les femmes juives israéliennes ont, au contraire, progressé légèrement. Mais pourquoi? Parce que c'est surtout les orthodoxes qui prennent leur part. On va dire ça comme ça, un peu les sionistes religieuses, surtout les femmes orthodoxes, où là, c'est taux de fécondité 7,5. Record mondial. Là, doublement tous les 17 ans de la population, 7,5. Et donc, du coup, ça entraîne le taux de fécondité juif israélien vers les 3. On était à 2,5, donc vers les 3, ce qui est en Occident, jamais vu, enfin, ce n'est plus jamais vu aujourd'hui. Alors que le taux de fécondité des femmes arabes israéliennes a chuté donc pratiquement jusqu'à 2. Alors, et les femmes palestiniennes, c'est un peu plus lent, on est encore sur 3, 3,5. Mais ça continue à baisser, un peu comme en Égypte, ça continue à baisser. Par contre, au Maghreb, on est à 2. Au Maghreb, on est à 2, etc. Alors, l'absence de bassin, par exemple de bassin d'emploi, ou de bassin de soldats, Ukraine, Russie, un stress démographique tel peut créer une vraie problématique géopolitique. Maintenant, si les Européens, surtout, les Français, mais pas seulement, nous on ne peut pas grand-chose, on est tous seuls, mais les Européens, si on ne pense pas la crise climato-migratoire du Sahel, on va à la catastrophe. Et la pensée, c'est notamment cette fameuse ceinture verte qui a été imaginée il y a quelques années maintenant par un certain nombre par l'Union européenne d'ailleurs, mais un certain nombre d'ONG, des États, on a commencé à débloquer un petit peu dessous, pour créer, je vous le fais en 2 mots, pour créer au cœur du Sahel, qui est une région qui commence à connaître une immigration extrêmement forte au regard de la difficulté de continuer à maintenir l'activité pastorale, essentielle là-bas, et à maintenir simplement les humains dans des conditions décentes. Donc à créer une ceinture, on va dire, arboricole, d'arbres, de quelques centaines de milliards d'arbres, à l'intérieur de laquelle on fixerait, on créerait des infrastructures civiles permettant aux gens de rester sur place et de travailler sur place dignement. Par exemple, et entre autres, manœuvres en rapatriant des activités délocalisées en Chine au Sahel. Pour la production de produits à très très faible valeur ajoutée qui ne nécessitent pas une formation très importante pour que la première génération puisse monter en puissance. Tout ça est merveilleux. Ça coûterait des centaines de milliards d'euros. On ne les a pas, on peut toujours les emprunter. Attention, parce que la Russie a attaqué l'Ukraine le 24 février 2022. C'est ça. Il y a 1 an et demi, l'Union européenne a dit oui à l'ouverture du dossier d'inscription, c'est le prof là qui parle, le dossier de candidature de l'Ukraine à l'Union européenne. Je ne sais pas si ça se fera, mais on a dit oui. Là, ce n'est pas des centaines, ce sont plusieurs milliers de milliards. Et plusieurs milliers de milliards par décennie. Et ça sera plusieurs décennies. Quand vous pensez que 22 ans après son intégration dans l'Union européenne, la Pologne continue à toucher des fonds structurels. Si vous voulez, et puis alors, l'Ukraine, je peux vous dire que c'est pas le morceau, c'est un autre morceau que la Pologne en 2003. On n'y arrivera pas, on ne fera pas les deux. Et toute l'Europe orientale se fiche complètement du Sahel, ça ne m'intéresse pas, ils ne mettront pas un copec. Si on ne le fait pas, si malgré tout on ne fait pas quelque chose de très concret au niveau international, européen, intergalactique, tout ce que vous voulez, ça va être la catastrophe au Maghreb, ça va être la catastrophe dans le bassin méditerranéen et par conséquent en Europe. Donc là, je vous suis quant à la gravité de ces thématiques que je n'ai pas oubliées, c'est l'un de mes chapitres. Encore une fois, je me dissimule derrière un peu la casuistique, c'est toujours pas les prodromes d'une guerre mondiale. Mais c'est très grave, vous avez raison. On va prendre une dernière question avant que Frédéric ne signe son ouvrage. Monsieur. Oui, en fait, j'avais levé la main juste avant que vous interveniez sur le Sahel. En fait, la situation, vous le savez, est
dramatique, en particulier pour les 3 pays du Sahel central, Mali, Niger et Burkina. Vous avez esquissé un pronostic. En fait, on est dans une situation de ces pays qui sont francophones, dans une situation d'échec complet parce qu'on a eu 10 ans d'intervention militaire de l'opération Barkhane, et c'était un échec complet parce qu'il y a eu aussi des coups d'État militaires. Ces régimes militaires sont aujourd'hui en grande difficulté. J'ai moi-même travaillé dans ces pays-là pendant pas mal d'années et on voit même des mutineries dans l'armée nigérienne aujourd'hui. On voit une déculottée de l'armée malienne. Il n'y a plus que 2 bases dans la région de Caille qui fait plus de 100 000 km². Donc comment vous voyez un petit peu cette situation? Je pense plutôt à l'aspect, si vous voulez, barbarie interne, un peu comme l'évoquait Madame, sur la souffrance des populations avant de réfléchir à des ondes de choc planétaires ou géopolitiques. Quel pronostic vous voyez pour cette zone? Je vais vous dire franchement, je ne suis pas... Tant que ces régimes caporalistes ou militaristes parfaitement incompétents sont au pouvoir, non seulement on ne peut pas imaginer de toute façon d'aider au niveau français ou européen ces populations à faire quoi que ce soit. La ceinture verte, ça peut fonctionner évidemment qu'avec l'accord des gouvernements en place. C'est bien évident que, bon... oui, parce que Fashola, c'est fini. C'est bien, j'ai affaire, j'ai des gens cultivés, je le savais. Donc évidemment, il faut tenir compte des gouvernements en place. Ceux-là sont aujourd'hui leur politique est inepte. Et ils font intervenir des spadassins et des pillards russes pour soutenir leur pouvoir, et leur pouvoir est devenu de très très loin, même plus leur première variable de prise de décision, mais leur constante. Bon. Donc c'est le pouvoir pour le pouvoir, et en utilisant un peu d'ailleurs comme le régime algérien, en utilisant la France comme une espèce de punching ball ou d'une source toxique d'où viendraient tous leurs problèmes. Tout ça dans un français parfait. Bon, en réalité, on ne peut pas faire grand-chose, ou en tout cas c'est trop tard. Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que sur le Niger, on a eu tort, l'Élysée a eu tort. Il fallait intervenir, il fallait réagir. Il fallait réagir. Notre allié qui nous demandait de l'aide, d'autant plus que pour une fois dans la région, c'était un président élu démocratiquement, ce qui est quand même rarissime dans la région. Il nous demandait d'être élu démocratiquement, c'est notre allié, et on avait la capacité d'intervenir. Les 3 conditions. Et on n'y va pas. Ah bah oui, vous comprenez bien que les Tchadiens ne sont pas stupides, les Sénégalais non plus. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est ça le soutien de la France? Bon, merci, bon, on va chercher quelqu'un d'autre. Et je pense que là, on perd notre crédibilité, parce que la crédibilité, elle concerne l'intégralité des champs de déploiement, d'influence ou de puissance d'un pays. Moi, quand je vous dis ça, je suis en train de me dire, mais si Jinping, au fond, pourquoi il considérait que Wallis et Futuna, c'est très très important pour la France, après tout, hein, voilà. Et la dissuasion, j'y reviendrai toujours, quoi, qui pour moi est le meilleur ami de la paix, tandis que le pacifisme est son pire ennemi. Je pense que, en tout cas, la capacité, la crédibilité dissuasive, c'est le terme que j'aimerais envoyer, il devait passer par Niamey, il devait passer par le soutien, et on ne l'a pas fait. Et l'Élysée, on ne l'a pas fait. Donc tant que ces régimes seront en place, on est bloqué. On ne peut pas intervenir en faveur des populations, dont je suis absolument convaincu d'ailleurs que si on leur soumettait démocratiquement un référendum pour ou contre, non pas forcément la présence de régiments français, c'est pas tellement le problème, mais pour ou contre le maintien d'une alliance économique, politique avec la France, comportant bien évidemment les paquets d'aides qui jusqu'à présent ont prévalu, et moi je m'en félicite, hein, depuis l'indépendance, ok, je ne suis pas du tout certain que les gens diraient non, parce que les manifestations de rue, pardon, hein, moi j'ai pas l'angle de la caméra était très fermé, hein, quand même, hein, était très très fermé, et les gens étaient très très rémunérés par les Russes, hein, quand même, pour manifester dans la rue, hein, donc moi je ne jugerai pas. Et il y a depuis, par définition, aucune élection démocratique intermédiaire ou législative, a fortiori présidentielle, qui aurait pu nous dire, qui aurait pu nous révéler que oui, puisque les vainqueurs n'ont pas arrêté de taper sur la France pendant leur campagne électorale, ça a payé, donc quand même, on peut considérer que ça a été l'une des variables, je le répète, de prise de décision dans l'isoloir. Pas du tout, on n'a rien de tout ça. On n'a que des manifs avec quelques milliers de gens qui sont payés, ça on le sait, et qui hurlent des slogans. Non, franchement, en caméra fermée. Donc je pense qu'on est là, on a raté une occasion de rester.
Dans le Sahel, on ne peut pas s'échapper de cette question. On ne peut pas échapper à cette question posée finalement par vous tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire pour résoudre de manière pacifique et non chaotique la question migratoire sahélienne qui se pose déjà au Maghreb, donc au nord du Sahel, je crois bien du Maroc, il faut le dire, hein, dans les autres pays aussi, mais au moins au Maroc, ces gens-là sont accueillis humainement. Mais ça ne fait que commencer. La poussée migratoire ne fait que commencer. Et pour l'instant, moi, quand je parle ici très souvent à des gens qui sont en responsabilité, pas certains, comme c'est une crise qui échappe au fait au canon classique, bon, voyons voir quelle est la frontière, quels sont les deux pays qui s'affrontent, combien de bombardiers, combien de barils bruts. Mais non, on est sur une crise de nature tout à fait différente. Je n'ai pas l'impression que ça suscite beaucoup d'interrogations, malheureusement. Voilà, on va remercier Frédéric. Remercier les médias qui ont lancé l'événement, l'équipe de la Gazette, le Métropolitain et Viva, et vous donner rendez-vous pour une autre conférence prestigieuse avec Rémi Corsia dans la salle Page. Vous pouvez vous inscrire grâce à Roger sur notre site internet imac.fr avec Gmail. Je vous attends ici pour des questions.